Les événements de cette histoire commencent dans le magnifique pays d'Ashaï. Cet endroit est considéré comme le berceau de tous les sorciers. Il y a de nombreuses années, dans ce pays vivaient des gens possédant une incroyable maîtrise des pouvoirs magiques. Mais un jour, Dieu a privé les habitants d'Ashaï de magie. Le pays est devenu une pièce maîtresse des envahisseurs et a rapidement perdu son pouvoir et son influence sur la scène politique. Le pays est devenu faible, dépourvu de sa puissante magie. Le seul espoir de salut était un mariage de convenance. Haletant d'excitation, un type aux cheveux blonds et aux yeux ambrés fait irruption dans la pièce. Il ne pouvait pas croire que ses parents faisaient ça à sa sœur. C'était Jenner Katatel, le deuxième prince du royaume d'Ashaï. Il était scandalisé que ses parents puissent décider de se marier si soudainement. Il y avait de la confusion dans ses yeux. En réponse à l'indignation de son frère, l'héritier aîné, le premier prince du royaume d'Ashaï, Dikvid Katatel, lui demanda avec sang-froid et calme de se calmer. Le jeune frère criait toujours avec rage que c'était une absurdité totale et considérait comme une folie d'envoyer sa propre sœur dans le sanglant empire Rodion, directement entre les mains de Kavanagh. Jenner n'arrivait toujours pas à se calmer et commença à raconter à son frère ce que les gens se disaient entre eux. C'est comme s'ils vendèrent la princesse pour éviter la guerre. Le dirigeant de cet État était très cruel. Il pourrait tuer des dizaines de personnes pour son sport sanglant. La première princesse du royaume d'Ashaï, Yusfir Katatel, était d'une beauté surnaturelle. Elle a de longs cheveux blonds, des yeux verts. Maintenant ses yeux, couleur de feuilles dans un jardin printanier, montraient qu'elle acceptait cette situation. Elle arrêta rapidement le discours de son petit frère. Jenner la regarda avec grand espoir qu'elle resterait, et tandis que la princesse lui expliquait que c'était son choix. Elle a insisté là-dessus pour sauver son pays. La princesse a demandé à son frère d'être fort, de prendre soin de son père et d'obéir à son frère aîné, en prenant soin du bien de l'État. L'héritier aîné a remercié Yusfir, car elle a toujours défendu les intérêts du pays. La jeune fille réalisa qu'elle était une princesse. Il était presque impossible de se marier par amour, et elle avait accepté ce sort depuis longtemps. Ce mariage était censé sauver le royaume de la menace de guerre et de l'effusion de sang de l'Empire. Et notre héroïne pensait que dans cette situation, elle aurait dû se réjouir de ce résultat. La tête de la princesse était déjà recouverte d'un voile. Sa silhouette semblait encore plus petite et la robe soulignait toute la beauté de la jeune fille. Elle baissa la tête devant l'autel. Dans ses mains se trouvait un bouquet de délicates roses pour le mariage. La fille a réalisé qu'elle devrait être heureuse, mais cela n'a pas vraiment fonctionné pour elle. Elle examina lentement la silhouette de sa fiancée, un menton pointu, de larges épaules. Il avait l'air majestueux et courageux. Le prêtre les déclara mari et femme et leur ordonna d'embrasser la mariée. Il y avait de la tristesse dans les yeux de la jeune fille. L'empereur attira doucement sa femme vers lui ordonna de fermer les yeux et l'embrassa tendrement. La princesse couvrit sa lèvre inférieure avec sa main, pensant à quelque chose. Il y avait une sorte de mélancolie dans les yeux. L'empereur, avec une certaine excitation, demanda si tout allait bien pour la jeune fille. La jeune fille a réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière après avoir scellé le mariage avec un baiser. Désormais, elle était mariée. L'empereur s'assit majestueusement sur son cheval, donnant l'ordre de s'aligner et de partir en levant son épée. Les rayons du soleil transperçaient les épaisses cimes des arbres, comme pour chasser la jeune fille. Les rayons du soleil couchant jouaient dans les cheveux de la princesse. Elle ne comprenait sincèrement pas pourquoi son mari avait provoqué une telle agitation. La luxueuse calèche avec sa cavalerie partit pour un long voyage, jusqu'à ce que le soleil se couche à l'horizon. Les chevaux marchaient docilement le long du chemin. Yusfir était très nerveux. Elle ne pouvait pas savoir à quel point l'empereur était bon et comment il traitait ses serviteurs, sujets et résidents de l'Empire. La jeune fille devina qu'il lui était assez difficile d'abandonner son empire pendant si longtemps. La princesse Yusfir était très nerveuse et pendant plusieurs minutes elle réfléchit à la véracité des rumeurs, car elles étaient terribles. La rumeur disait qu'il était un tyran, un monstre, un meurtrier. Selon la jeune fille, l'empereur avait l'air majestueux, comme s'il était un dieu, et elle semblait surnaturelle, comme un petit oiseau simple et fané dans une cage dorée. Il y a de nombreuses années, la famille royale de Katatel était imprégnée de la magie de la divinité gardienne de la grande forêt d'argent. À chaque génération de la famille royale, naissait un sorcier qui défendait l'État. Yusfir, dont la magie était faible, ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas eu de chance. De petites particules, comme des feuilles d'automne, encerclèrent les paumes de la jeune fille. Des doutes enveloppèrent l'esprit de la jeune fille.
car elle avait un grand rôle devant elle. À chaque seconde, la fille s'énervait de plus en plus. Elle avait peur d'ennuyer l'empereur et de savoir ce qu'il ferait d'elle. Parmi la forêt dense, la jeune fille remarqua une silhouette vêtue d'un manteau noir. Les rayons du soleil enveloppaient l'étranger, comme s'ils créaient l'illusion d'une lueur lumineuse. Dans les mains de l'étranger se trouvait un caillot d'énergie magique. C'était assez gros. La jeune fille regarda cette créature avec une grande surprise et n'en croyait pas ses yeux, car les membres de la famille royale ne pouvaient utiliser la magie qu'une fois par génération. La princesse regarda la montée de magie avec engourdissement. Les pensées étaient confuses dans ma tête, et des fragments d'arbres et de terre et une flèche lumineuse ont volé dans la voiture. Le calme de la forêt fut perturbé et déchiré par un grand bruit. Les chevaux ont commencé à se précipiter le long du chemin forestier avec peur. Quelques secondes plus tard, l'empereur se rendit compte que la voiture venait d'être attaquée depuis les profondeurs de la forêt. La flèche a touché l'impératrice. La jeune fille serrait ses blessures qui saignaient. Il y avait de la peur dans ses yeux et sa robe de mariée se recouvrait rapidement de liquide écarlate. Une image de souvenir apparut devant les yeux de la jeune fille. C'est comme si elle était toujours dans le château et les reflets de la cheminée de la pièce jouent sur les murs. Ce jour-là, elle s'est assise et a parlé avec son frère aîné, car elle ne voulait pas se marier par convenance et quitter son royaume. Et à ce moment-là, ses yeux se remplirent de peur et des larmes coulèrent sur ses joues blanches comme neige. Elle voulait sincèrement trouver une autre issue. Il y avait du désespoir sur son visage. C'était douloureux pour le prince de voir les larmes de la jeune fille, mais malheureusement il ne voyait pas d'autre issue à cette situation. L'avenir du pays ne dépendait que d'elle, car le royaume n'avait pas d'armée puissante, pas d'argent, pas de territoire, rien qu'un puissant sorcier une fois par génération. Et aucun gardien ne pouvait protéger leur royaume. Il ne pouvait y avoir d'autre issue. Il y avait de la tristesse dans les beaux yeux verts de la jeune fille. Ils se remplirent lentement de larmes. L'impératrice gisait sur le sol de la voiture, le sang coulant de ses profondes blessures, tachant sa robe blanche comme neige de taches écarlates. Les forces de la jeune fille la quittaient. Des larmes chaudes étaient sur le point de couler de ses yeux vitreux. Yusfir a commencé à se blâmer pour tout. L'impératrice épuisée tomba dans l'abîme à cause d'une perte de sang. Yusfir entendit son nom et ouvrit à peine les yeux. Elle s'est réveillée sur un chemin forestier, elle a eu des sueurs froides. L'impératrice ne comprenait pas comment cela pouvait arriver, car elle venait d'être touchée par une flèche. En se retournant, elle vit Khvanak, qui tenait son corps sans vie dans ses bras et la suppliait de se réveiller. L'empereur tenait le corps sans vie de Yusfir. Les domestiques, tremblants, voulaient en dire qu'elle était déjà morte, mais ils avaient peur car ils savaient que le maître serait très en colère. L'empereur serra fermement le corps de la jeune fille et dit qu'il n'aurait pas dû faire confiance un seul instant au gouvernement du royaume serveur d'Arkhéa. Son visage était déformé par la rage et ses yeux montrèrent de la haine et de la colère. Il comprit qu'il n'aurait pas dû croire à ce mariage heureux et il déclara ce mariage dissous. Puis il décida de déclarer la guerre à Archéa, versant une mer de sang. L'esprit de Yusfir ne pouvait pas croire que son sacrifice était vain et que le sang serait versé sur sa terre natale. L'esprit de la jeune fille voulait vraiment qu'il n'y ait pas de guerre. Elle voulait lui dire de ne pas faire ça, mais elle n'était rien d'autre que le vent. L'empereur ordonna un retour immédiat à l'Empire. Il jeta le corps de Yusfir sur son cheval et s'éloigna rapidement. L'âme de la jeune fille ressentait une douleur terrible, comme si son corps était déchiré en petits morceaux, mais elle ne pouvait pas surmonter la douleur morale du fait que la guerre allait bientôt commencer. L'homme s'est approché de la voiture abandonnée et a sarcastiquement plaint Yusfir, dont le sang n'avait pas eu le temps de sécher, et a touché la mare de sang. La jeune fille n'en croyait pas ses yeux, car son frère se tenait près du lieu de sa mort. Dans les yeux de la jeune fille, l'espoir qu'il était venu pour la sauver ne s'est toujours pas effacé. Mais après les paroles de l'homme cagoulé selon lesquelles le plan était enfin réalisé, le monde entier s'est effondré pour elle. Les mains du prince étaient couvertes d'un liquide écarlate et collant, et un sourire brillait sur son visage. Il était sacrément content de pouvoir enfin se débarrasser d'elle. Il ne s'attendait clairement pas à ce que Quana prenne son corps. L'archer a assuré qu'il avait touché le cœur. L'âme de la jeune fille était complètement perplexe face à ce qu'elle entendait. Le prince Digvid a rappelé qu'il avait donné le feu vert pour tuer Yusfir, car on lui avait promis le pouvoir qui aiderait à renverser l'empereur Radion. L'inconnu a déclaré avec un sourire que leur accord était valide. Et bientôt le continent tout entier sera à la portée de Dikwid. L'archer était déçu que l'empereur ait pris le corps de la princesse. Après tout, elle avait de la magie, et son corps pouvait être utile. Le prince ne regrettait pas du tout le meurtre qu'il avait commis.
alors que la jeune fille ne pouvait pas comprendre pourquoi tout s'était passé ainsi. Quelque temps après les événements décrits, comme l'a dit cet archère, une guerre sanglante a commencé. L'âme de Yusfir ne pouvait pas quitter l'endroit où elle avait été tuée ce foutu jour. Le sang inondait quotidiennement les terres d'Archéus. Des montagnes de cadavres remplissèrent les forêts, les champs et les villes. C'était comme l'enfer sur terre. L'âme de la jeune fille ne pouvait pas trouver la paix et regardait ce cauchemar. Elle ne comprenait pas pourquoi les dieux la punissaient. Son frère aîné, sous prétexte que le souverain de l'Empire, Radion, avait tué Yusfir, uni au royaume du Nord. Assez vite, Archeia commence à perdre du terrain. Kvana a courageusement gagné encore et encore, versant des mers de sang. À cause de la guerre, Yusfir a perdu le sens de son existence. Chaque jour, elle voyait des gens mourir sous ses yeux, jour après jour. Elle s'en voulait de ne pas avoir rempli son rôle et de ne pas avoir pu mourir correctement. C'était déjà la 3e année de la guerre sanglante, et finalement Digvide apparut devant l'empereur et son armée. Digvide a été forcé de se mettre à genoux, mais il a commencé à craquer et à blâmer Kvanak pour tout, qu'il l'a privé de tout ce qui lui était cher. L'empereur brandit son épée et promit après sa mort de retrouver la pathétique petite âme du prince et de le tuer à nouveau. L'âme de Yusfir regarda l'épée arracher la tête de son frère de ses épaules. Un sang épais inonda la clairière éclairée par le clair de lune. L'empereur se tenait au milieu d'une clairière inondée de clair de lune. Sur son visage était le sang séché de ses ennemis. Il se tenait avec une épée sanglante devant la montagne de cadavres et ordonnait de brûler Ashaï. L'âme de la jeune fille était complètement désespérée. Après tout, la dernière personne qui était si proche d'elle au cours de sa vie a été tuée. Elle n'a pas compris pourquoi son frère avait fait cela et l'a tué, ainsi que le roi et Jenner. Les larmes aux yeux, elle commença à prier l'esprit de la forêt d'argent pour qu'il l'aide. Elle était prête à donner son âme pour le salut de l'Ashaï. Sa prière fut entendue et un caillot de magie s'épaissit, lui donnant une chance de tout changer. Yusuf s'est réveillé au lit après un long sommeil. Son père et son jeune frère étaient assis à côté d'elle. Ils ne comprenaient pas pourquoi la fille faisait des illusions. La surprise et la joie étaient visibles dans les yeux de la jeune fille. Jenner la serra fort dans ses bras. Elle s'est assise à côté de son jeune frère sur son lit moelleux. Pendant quelques secondes, l'horrible image de la façon dont ils sont morts pendant la guerre a ressuscité sous ses yeux. Le père s'est levé et a parlé avec le médecin, ne comprenant pas vraiment si tout allait bien pour sa fille. Alors que la fille était heureuse que tout le monde soit en vie, il a déclaré que tout allait bien. Et si elle est une véritable gardienne, la couleur des cheveux et des yeux peut changer naturellement. Mais ces données sont obsolètes, car plus de 100 ans se sont écoulés depuis le dernier réveil. Yusfir se souvint que sa magie s'était réveillée lorsqu'elle avait 10 ans, ce qui signifiait qu'elle retournait dans le passé. Elle n'arrivait toujours pas à y croire. Il lui semblait qu'elle était devenue folle ou qu'elle avait simplement des hallucinations. Le petit frère lui murmura qu'elle ne devrait pas être malade et qu'elle devrait toujours être avec lui. La jeune fille serra étroitement Jenner dans ses bras et pleura de bonheur, réalisant que le seigneur de la forêt d'argent avait entendu ses prières. Yusfir a mentalement promis de profiter de l'occasion offerte par la déesse pour tout arranger, réalisant que cette fois, elle devait simplement se protéger sa terre natale et sa famille. Il y avait un bonheur sincère dans les yeux de la jeune fille. Yusfir s'est fixé pour objectif de devenir au cours de ces 10 années la gardienne la plus puissante de l'histoire. La déesse Silver Forest était la sœur cadette de la déesse de la paix, Fakar. Selon la légende, elle aurait été enterrée à l'extrême bout du monde, où elle renaîtrait sous la forme d'une majestueuse forêt argentée. On disait que c'était près de cette forêt qu'Archéa avait été fondée. La déesse a doté ses élus du titre de gardienne et de reconnaissance des habitants. Un jour, la magie disparut soudainement, et avec la magie, la protection de la dame de la forêt d'argent. Archéa, ayant perdu sa bénédiction, était sur la bonne voie vers la mort de milliers de personnes. Ce fut un miracle pour tout le monde lorsque la magie s'éveilla à Yusfir. Tout le monde attend cela depuis de nombreuses années. Ils se réjouirent et louèrent la princesse. La magie de la princesse était qu'elle pouvait parler avec les plantes. Mais cette magie semblait inutile aux gens. L'espoir de la jeune fille était que sa magie ne s'était pas complètement réveillée. Elle se tenait à côté d'un énorme chêne vivace qui disait que son pouvoir s'était réveillé. Mais il ne savait même pas quoi dire ensuite à la fille. Les plantes se sont révélées très gentilles. Mais cela ne pouvait toujours pas calmer la jeune fille, car elle était accusée d'avoir un style faible. La jeune fille de sa vie passée ne pouvait qu'assister à la chute du royaume. Mais maintenant, elle sentait qu'elle pouvait tout changer.
Yusfir était sûr que si Madame Silverforest l'envoyait dans le passé et exauçait le souhait d'une autre fille, alors tout devrait être différent. Elle sentait qu'on lui avait donné un pouvoir spécial. La jeune fille s'est assise autour d'un pot de fleurs et a réappris à utiliser sa magie. Elle était étonnée de voir à quel point la magie faisait pousser la plante rapidement. Ses yeux brûlaient de joie et d'espoir. Les filles furent désagréablement surprises que la maîtresse n'ait pas bien compris sa demande. C'était un peu mieux que dans la vie précédente. Elle était très déçue. Après tout, même avec une telle force, elle ne pourra pas résister à Kvanna et à son armée. Et cette horreur pourrait se reproduire. Dagvid entra dans la chambre ensoleillée de Yusfir. Il a dit qu'il était heureux d'apprendre que ses pouvoirs s'étaient enfin réveillés. Se souvenant de l'insulte et de la trahison de sa vie passée, elle a donné une bonne gifle à son frère. Le gars a été très surpris par les actions de sa sœur. La jeune fille s'est excusée et a expliqué qu'elle ne se sentait pas encore très bien. Elle essaya de trouver des excuses en prétendant que la magie affectait son corps, dans l'espoir que Dagvid le croirait. Le gars a souri et a dit que, bien sûr, il comprenait tout et réalisait à quel point c'était difficile pour elle maintenant. Il lui prit les mains et lui souhaita un prompt rétablissement. Après avoir découvert les véritables motivations de Dagvid, maintenant chaque mot qu'il disait ne semblait pas sincère. Il a annoncé la mauvaise nouvelle que les gens ne pouvaient pas croire que la forêt d'argent avait béni leur peuple, bien que la jeune fille soit devenue gardienne. Dagvid trouvait terrible que les gens ne croient pas que leur princesse avait de la magie. La jeune fille se sentait quelque peu mal à l'aise. Le frère a dit qu'il ne doutait pas d'elle, mais que les gens pouvaient comprendre. Même si la magie s'était réveillée, cela ne signifiait pas que la jeune fille serait capable de l'utiliser pleinement. Le gars lui a pris la main et lui a dit qu'elle ne devrait pas lui accorder plus d'espoir. Son sourire semblait en quelque sorte faux. Il a dit à sa sœur que les gens doutent beaucoup que la princesse ait réellement de la magie. Pour Yusfir, c'était très étrange, car les événements, les actions, les paroles des gens, tout était comme dans une vie antérieure. Les souvenirs de la dernière fois revinrent à la jeune fille, comment elle s'était précipitée pour parler de ses capacités à son frère, comment elle dit qu'elle vient de discuter avec des fleurs dans le jardin royal, et qu'elles lui ont transmis leurs souvenirs. Mais l'aînée des héritières n'a fait que dévaloriser froidement ses capacités. Dagvid a déclaré qu'il était même difficile d'appeler cela une capacité et qu'elle devrait penser à ce que les gens diraient lorsqu'ils découvriraient qu'elle n'était capable que de cela. À ce moment, les yeux verts de la princesse se remplirent de larmes. Dagvid la rassura en lui disant qu'il la protégerait toujours et lui ordonna de ne parler à personne de ses capacités. Les gens disaient qu'elle n'était pas une gardienne et qu'elle ne savait même pas comment utiliser sa magie. Ils l'ont condamnée. Ensuite, il sembla à Yusfir que ce n'était pas une bénédiction, mais une malédiction. Et l'héritière aînée a fait valoir qu'elle ne devrait pas utiliser la magie. Sa vision fut interrompue lorsque les souvenirs atteignirent la partie la plus douloureuse, comment son frère l'avait traîtreusement tuée. La jeune fille se couvrit le visage de ses mains dans l'espoir de chasser de sa tête ces souvenirs monstrueux. Le frère, d'une voix inquiète, lui demanda ce qui lui était arrivé. Elle voulait dire quelque chose, mais elle n'en eut pas le temps. Puis elle entendit une voix étrange dans sa tête lui disant qu'elle savait ce qui allait se passer ensuite et ce qu'elle pouvait faire pour y remédier. Une voix intérieure doutait à la fois de ses capacités et des bonnes intentions de sa maîtresse. C'était comme si la maîtresse lui donnait l'occasion de revivre tout cet enfer. La jeune fille agita brusquement la main, essayant de repousser ses doutes et au moins d'essayer de sauver son royaume cette fois. Dagvid regarda sa sœur, ne comprenant pas ce qui lui arrivait. Des gouttes de sueur froide sont apparues sur le front de la jeune fille et son cœur est sorti de sa poitrine. Le gars ne comprenait pas ce qui arrivait à sa sœur et lui a demandé à nouveau si elle allait bien. La jeune fille, malgré la douleur interne et la respiration rapide, a répondu que tout allait bien pour elle. Elle voulait rencontrer Lady Silverwood et parler, même si elle n'avait pas l'intention de sauver Yusfir, pour comprendre exactement ce dont la maîtresse a besoin d'elle. La forêt d'argent était située à l'extrême bout du monde. Une calèche transportant une princesse et 2 courtisans arriva dans un désert enneigé. Sujets essayant de protéger leur visage des fortes rafales de vent avec des cristaux de neige et de glace, ils ont demandé à la jeune fille de bien réfléchir et de revenir. Yusfir a pris la décision pour elle-même que tant qu'elle ne connaîtrait pas son objectif, elle ne pourrait pas revenir. Tout a commencé dans la pièce où gisait son père malade. Il ne comprenait pas pourquoi la jeune fille devait aller dans la forêt. Yusfir expliqua que sa magie s'était réveillée et qu'elle considérait que c'était la bonne décision. Son père a commencé à l'en dissuader. Après tout, selon la tradition, seul le roi a le droit de rencontrer sa maîtresse. Et puis, la chance de voir la déesse n'arrive qu'une fois dans la vie. Dans la plupart des cas,
La forêt d'argent est très amicale avec les gens, mais elle a aussi des moments où elle ressemble à une tempête de neige ou à une avalanche. Un jour, le roi a gâché sa chance juste pour faire un vœu et ressusciter la reine. Mais la dame a alors refusé de l'aider, car cela était contraire aux lois de sa sœur aînée Fakar. À ce moment-là, le roi a eu le cœur brisé par la perte de sa bien-aimée. Et le souffle froid de la forêt d'argent m'a ôté mes dernières forces. Son père l'a dissuadé de faire ce voyage, car c'était très dangereux. Yusfir a insisté sur sa position et a promis de revenir immédiatement si quelque chose ne se passait pas comme prévu. La princesse espérait sincèrement que la rencontre avec sa maîtresse l'aiderait à comprendre quoi faire ensuite. Ce n'est pas en vain que la forêt d'argent lui a accordé sa bénédiction. Yusfir voulait sincèrement comprendre ce qu'elle pouvait faire pour préserver l'avenir heureux de son royaume. Le roi regarda pensivement sa fille et suggéra que la déesse pourrait vraiment accepter Yusfir. Il mit sa main dans sa poitrine et en sortit un pendentif avec une pierre rouge vif et le tendit à Yusfir. Il y avait une surprise et un plaisir sincère dans les yeux de la jeune fille. Mon père m'a ordonné de prendre le pendentif avec moi et m'a expliqué que c'était un artefact qui donnait de la chaleur. Il l'a acheté pour la mère de Yusfir, il y a de nombreuses années. Le roi espérait qu'il aiderait aussi sa fille. La jeune fille se tenait au milieu d'une forêt enneigée et était émerveillée par la puissance de l'artefact. Après tout, grâce à lui, la température corporelle n'a pas diminué, malgré les fortes gelées. La jeune fille le serra fermement dans ses mains et se souvint de ses parents. Elle s'est promis de ne plus jamais perdre d'être chère. Pour le bien de sa famille, elle était prête à changer son destin. Après tout, elle avait déjà perdu tous ceux qui lui étaient chers. Un vent fort a soufflé les cheveux de la princesse, mais elle s'en fichait. Après tout, c'était désormais la seule issue. Les sujets ne comprenaient pas ce qu'elle faisait. La jeune fille toucha le sol. Elle savait qu'elle possédait encore les pouvoirs de sa vie antérieure. Elle parla mentalement aux plantes de cette forêt, implorant une réponse. Il y avait de la surprise et un peu de peur sur les visages de ses gardes. Elle a demandé aux plantes de l'aider à rencontrer Lady Silverforest. La jeune fille a demandé à la dame de la laisser entrer. De petits flocons de neige flottaient dans le ciel bleu. La jeune fille était sûre que la tempête de neige était son signe pour obtenir la permission d'entrer. Elle a ordonné à ceux qui l'accompagnaient de l'attendre au même endroit. Plus la fille marchait, plus il faisait froid. Elle serra fermement l'artefact dans sa main et se dirigea vers la maîtresse. Sa peau était comme gelée. Yusfir entendit la maîtresse l'appeler par son nom et se retourna. Et elle est apparue devant les yeux de la jeune fille sous la forme d'un majestueux arbre vivace. La dame a gentiment demandé à la jeune fille ce qui l'avait amenée à elle dans cette vie. La jeune fille réalisa qu'elle avait raison et retourna dans le passé. Yusfir a demandé dans quel but la dame l'avait ramenée dans le passé. Et elle demanda un peu plus de force pour protéger Ashai. Silverforest a dit qu'elle la surveillait depuis longtemps. Mais je n'ai toujours pas bien compris les motivations de la princesse. La dame a rappelé qu'elle ne pouvait réaliser qu'un seul souhait en faisant de Yusfir la reine d'Ashai. La jeune fille se tenait devant la maîtresse et dit qu'elle entendait la voix de la forêt d'argent et pensait que la déesse voulait lui confier un rôle important. La dame a ordonné de retourner au palais, car le corps encore fragile de Yusfir pourrait geler. L'artefact pourrait bientôt cesser de fonctionner. La jeune fille se tenait les bras grands ouverts. Après tout, elle ne se souciait pas d'elle-même. Yusfir était prête à mourir. Elle croyait qu'il valait mieux mourir que d'assister à une guerre sanglante. La jeune fille était à genoux, suppliant sa dame de lui donner au moins un peu plus de force pour protéger son peuple. Elle ne pouvait pas rester assise entre les murs du palais et simplement regarder tout cela. Silverforest a expliqué qu'elle n'avait pratiquement plus de magie à donner aux gardiens. La dame s'est excusée car elle se sentait en partie coupable des difficultés de sa vie passée. Par conséquent, la déesse partagera une partie de son pouvoir avec la jeune fille. Silverforest a déclaré qu'elle pensait que Yusfir pouvait changer l'avenir d'Ashai. Des morceaux de magie s'approchèrent de la poitrine de la princesse. Les doutes du passé enveloppèrent la jeune fille, et pendant quelques instants, il lui sembla qu'elle ne pouvait rien changer. Et elle souffrira tout au long de cette vie, et finira par mourir d'une mort si moche. Yusfir a semé l'ombre du doute. Elle ne se souciait pas de savoir si elle mourrait ou non, car maintenant elle avait au moins une chance de changer quelque chose de manière significative. Maintenant, dans les mains fragiles de la jeune fille, il y avait une magie assez puissante. De fortes pousses ont traversé le pergélisol et se sont envolées vers le ciel. 10 ans se sont écoulés depuis ce voyage chez la maîtresse. Yusfir, 20 ans, a eu la pitié de Fakar. Les gardes frontières se sont poliment inclinés devant la jeune fille, faisant une pause dans leur détritus. Le gars a remercié la princesse d'avoir renforcé les frontières, car il y a eu beaucoup moins de victimes.
La jeune fille, utilisant la magie, érigea de nombreuses vignes épineuses enveloppant les barricades de son royaume. Elle était heureuse d'aider ses subordonnés. La jeune fille a amélioré sa magie et a appris à fabriquer de solides boucliers et autres armes. Cela a rendu la vie un peu plus facile aux militaires. Le garde-frontière a souri et a déclaré que parfois il lui semblait qu'ils avaient traversé la guerre ensemble. Pendant quelques secondes, la douleur apparut dans les yeux de la jeune fille. Elle se souvient avoir vu les Achéens mourir et être incapable de faire quoi que ce soit. La princesse sourit et dit qu'il était très perspicace. Le type choqué essaya de comprendre ce que voulait dire la princesse. Yusfir lit beaucoup depuis sa renaissance. Parfois, je veille tard dans la nuit à la bibliothèque. Je refuse souvent l'offre de la nounou d'aller me coucher. Grâce à sa rencontre avec Madame Yusfir, elle a reçu un pouvoir extraordinaire qui lui permet de faire pousser des plantes en quelques instants. Grâce au livre, elle réalise qu'il faut construire des forêts impénétrables et essaie d'apprendre à fabriquer des flèches en utilisant la magie. Malgré la fatigue, Yusfir a compris qu'elle ne devait pas s'arrêter une seconde. Après tout, Gvana élargissait rapidement les frontières de son sanglant empire. Elle comprit que l'empereur atteindrait bientôt l'Achaï. Elle était triste de réaliser que peu importe à quel point elle renforçait l'armée et les frontières, elle n'était pas en mesure de résister à l'empire de Radion Achaea. La princesse comprit qu'Achaï ne devait plus se noyer dans le sang. Elle est même prête à se remarier avec lui. Le courtisan courut vers elle avec des sueurs froides et lui annonça la terrible nouvelle. Il s'est avéré qu'une lettre était arrivée de Quannac, dans laquelle l'empereur disait qu'il ne toucherait pas au royaume s'ils lui donnèrent la princesse. Après l'annonce de cette nouvelle, l'aîné des héritiers était furieux, et la princesse pensait au fait que dans une vie antérieure, ils avaient accepté sans hésiter. Une lettre de l'empereur arriva avec le même texte que la dernière fois. La jeune fille était surprise des émotions que son frère ressentait hier et aujourd'hui. La jeune fille pensait que Gvana n'était peut-être pas comme ça au départ. Peut-être qu'il a traversé la douleur et le caractère unique et qu'il est devenu de sang-froid. Bien que cela ne joue aucun rôle maintenant, levant les yeux de ses pensées, la jeune fille entendit les nobles discours sortir des lèvres de son frère. Dagvid, avec un sourire, a essayé de tout expliquer à Yusfir qu'il ne voulait pas remettre le gardien entre les mains de cet homme assoiffé de sang. La princesse a dit qu'elle aimerait elle-même épouser Quannar, même s'il y avait une ombre de doute dans ses yeux. Une semaine s'est écoulée depuis l'arrivée de la lettre. À cette époque, les préparatifs du mariage battèrent leur plein. Tout le monde a félicité la jeune fille pour son prochain mariage. Yusfir était assis à table et buvait du thé. Le calme fut interrompu par les pas de Dagvid. Elle demanda froidement ce qui l'avait amené. Le prince a invité sa sœur à avoir un dernier entretien à cœur ouvert avec lui. Yusfir ne croyait pas à cette hypocrisie et a demandé à parler plus concrètement. Le prince a mis un pendentif avec une pierre vert d'eau. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin de ce collier. Mais, étonnamment, Yusfir a répondu qu'elle devrait en savoir plus. Devant la princesse se trouvait un artefact de communication qui lui permettrait de communiquer avec lui, à tout moment, dans n'importe quel coin du monde. Elle le prit timidement dans ses mains. Dagvid a demandé à garder cet artefact avec elle pendant qu'elle était dans l'Empire, et jusqu'à ce qu'elle découvre toutes les faiblesses de Quannac. Dans les yeux de la jeune fille, on pouvait lire l'incompréhension et la peur pour l'avenir de son royaume. Les yeux brûlants, Dagvid a déclaré que ce n'était qu'une couverture et que l'Empire Radion allait bientôt s'effondrer. L'horreur était visible dans les yeux de la princesse, car si Quanna découvre cela, alors la guerre commencera. Dagvid a déclaré sans le moindre regret qu'il se préparait à la guerre depuis longtemps. Son frère lui a parlé du projet d'unification et de la guerre elle-même. Il était absolument sûr de pouvoir facilement vaincre Quannac. Yusfir réalisa rapidement qu'il avait à ses côtés un puissant sorcier qui l'avait aidé à obtenir cet artefact. La jeune fille ne pouvait pas croire qu'il était à nouveau, sans aucun doute, prêt à déclencher une guerre. Dagvid était indigné qu'elle n'ait pas répondu à ses propositions. La princesse réalisa que si elle osait rejeter l'offre de son frère, elle reverrait ses traces de sang. Un sentiment de désespoir envahit la princesse. Il lui semblait qu'elle ne pouvait rien changer. Elle ne pouvait pas croire que tout le chemin qu'elle avait parcouru était vain et que l'avenir ne pouvait pas être changé. David a déclaré que leur mariage ne résoudrait pas tous les problèmes. Il a remis à la jeune fille des documents classifiés. Avec un sourire malicieux, il informa la jeune fille que les tuteurs ne pouvaient pas avoir d'enfants. Devenir gardienne signifiait qu'elle devait se consacrer entièrement à la Dame de la Forêt d'Argent. Yusfir apprit qu'elle ne pourrait pas utiliser la magie en dehors d'Achaï. La jeune fille ne pouvait pas croire que tout cela était vrai. Le prince a déclaré qu'elle avait perdu l'opportunité d'être mère depuis que sa maîtresse l'avait choisie.
Dagvid a déclaré qu'il l'avait trouvée au fond de la bibliothèque secrète. Il a continué sarcastiquement à insister sur le fait que Quanah serait furieuse si elle ne donnait pas naissance à des héritiers. Le prince a continué à aggraver la situation et, lorsque l'empereur le découvrira, il se vengera d'Ashaï. Au même moment, la jeune fille se tourna vers le prince et lui demanda de ne pas mentir. Ce à quoi il a rappelé qu'aucun manuel ne contenait la moindre mention des enfants des tuteurs. Les yeux de Yusfir montraient la peur et la paranoïa de ne pas pouvoir empêcher la guerre. À cette époque, la jeune fille ne pouvait pas accepter ce sort. L'homme se lavait de la poussière, de la sueur et du sang de la route. Son escorte a laissé entendre que dès qu'ils franchiraient la frontière, ils pourraient être attaqués. Et il parlait de voleurs, de mercenaires, d'assassins, de saboteurs. L'eau coulait lentement sur le corps sculpté de l'empereur, de nombreuses cicatrices étaient visibles sur sa poitrine, et le soleil jouait avec les gouttes d'eau. Quanah lissa ses cheveux luxueux, couleur d'une plume de corbeau. Il a dit qu'il voulait se présenter dignement devant la princesse. Les événements nous amènent en Ashaï. La servante couvrit soigneusement les épaules fragiles de Yusfir. Il faisait frais dehors et un vent fort en rafale soufflait, ce qui permettait à la jeune fille d'attraper froid. Le visage de la jeune fille était plutôt pâle. Il y avait du doute dans ses yeux. Elle comprend que tout cela a été en vain. Après le départ de Dagvid, la jeune fille a passé toute la nuit dans la bibliothèque. Elle réalisa que les paroles de son frère étaient vraies. Pas un seul livre ne mentionnait les enfants des tuteurs. Yusfir était sûr jusqu'à ce moment que Quanah voulait un héritier magique. Mais seule la maîtresse peut conférer de la magie. La princesse ne savait pas quoi faire. Après tout, l'empereur aura besoin d'un héritier. Des gouttes de sueur froide apparurent sur son front. Perdue dans ses sombres pensées, elle ne remarqua même pas que l'empereur était déjà arrivé pour le mariage. Yusfir regarda le cheval de l'empereur marcher lentement sur le trottoir. L'ordre fut donné d'ouvrir les portes du palais. La princesse était assise dans le château, essayant d'élaborer un plan pour éviter la dissolution de son mariage. Ce serait inacceptable, car Yusfir voulait à tout prix sauver la Ashaï. Elle pensa qu'elle avait presque pu empêcher sa mort aux mains de Dagvid. Après tout, il croit maintenant qu'elle peut lui être bénéfique. Quoi qu'il en soit, elle s'efforcera de montrer à l'empereur qu'elle est une bonne personne. Après tout, son secret sera révélé tôt ou tard. L'empereur entra dans la pièce et s'adressa à elle. La jeune fille se leva de sa chaise et salua l'empereur avec un salut. Quanah a doucement repoussé ses cheveux derrière l'oreille de la jeune fille, ce qui n'a fait que provoquer un malentendu chez elle. Il remarqua la perplexité sur le visage de la jeune fille et dit ouvertement qu'il lui semblait qu'elle n'était pas du tout contente de leur union. Yusfir a commencé à trouver des excuses maladroites et à dire qu'elle était incroyablement heureuse de leur union. Mais l'empereur reconnut rapidement le mensonge dans ses propos. En réponse aux tentatives de justification de la jeune fille, l'empereur a demandé de ne pas l'appeler Majesté impériale. La princesse ne comprenait pas pourquoi Quanah s'opposait à ce qu'elle l'appelle par son titre. Après tout, c'est lui-même qui s'est d'abord adressé à elle de cette façon. Dans sa vie passée, la jeune fille ne prêtait pas attention à la façon dont Quanah la traitait. Et elle s'est rendue compte qu'elle ne l'avait même pas vue avant le mariage. L'empereur suggéra de s'appeler par leur nom. Il regarda dans ses yeux couleur émeraude. Et il a dit son nom. Après cela, la jeune fille était très heureuse qu'il commence à s'adresser à elle par son nom. L'empereur interrompit ses pensées. Il fut surpris que la jeune fille ne connaisse pas son nom. Yusfir commença maladroitement à babiller et à s'excuser. Après quoi elle s'excusa sincèrement et prononça tendrement son nom, en regardant dans ses yeux améthystes. La jeune fille se tenait devant le miroir et regardait sa robe de mariée. Cecilia a pleuré en voyant à quel point la princesse était belle dans cette tenue. La servante fut touchée par la noblesse de Yusfir. Pour la princesse, la robe semblait assez inhabituelle. Il semblait à la jeune fille qu'étant dans l'Empire Radion, elle prendrait des risques tous les jours. Mais elle ne pouvait pas reculer. Il semblait à la princesse que ce mariage n'était que pour qu'elle donne naissance à des héritiers Quanah, dotés de la capacité de magie. En passant sous l'autel, la jeune fille réfléchit à la manière de cacher son infertilité. Après tout, elle ne pourra pas donner d'héritier à l'empereur, même si elle et Quanah ne ressemblaient pas à un couple. La princesse comprit aussi que ce mariage n'était qu'un moyen d'instaurer la paix. Ce n'est que dans cette vie que la jeune fille remarqua que l'empereur était divinement beau. Un baiser maladroit scella leur union. La nouvelle épouse a demandé à l'homme d'attendre. Les joues de la jeune fille sont devenues rouges. Elle essaya de surmonter ses inquiétudes, se persuadant que tout irait bien. C'était étrange que même le banquet ait été annulé. Il semblait à Yusfir qu'ils partaient encore plus tôt que dans leur vie antérieure. La jeune fille a décidé d'essayer d'utiliser l'artefact de communication. Le frère a félicité Youssouf pour sa bonne décision.
L'empereur remarqua que le visage de la jeune fille était plutôt pâle et pensif. Kwanna a demandé ce qui lui arrivait. Il y avait encore des doutes et de la peur dans l'âme de la jeune fille. Elle était stérile et cela serait révélé dans quelques années. Yusuf ne savait pas comment arrêter les plans de Dagvid. Ses pensées ont rendu la jeune fille encore plus mal. Remarquant que le visage de Yusfir était devenu pâle comme la neige, l'empereur dit qu'il monterait en calèche avec sa femme. Il s'est excusé parce que c'était contraire aux traditions des gens du Nord. L'empereur était très inquiet de l'état de la jeune fille. Il s'est mis à genoux et a dit qu'il aiderait Yusfir à monter dans la voiture. Prenant soin de l'impératrice, Kwanna lui suggéra de se dépêcher, car ils avaient un long voyage devant eux. Il a plaisanté en disant que ses sujets seraient très surpris lorsqu'ils le verraient à genoux. Yusuf a été surpris, car cela ne s'était pas produit dans sa vie antérieure. Kwanna aida la jeune fille affaiblie à monter dans la voiture, en utilisant sa paume au lieu d'une marche. Elle remarqua qu'elle commençait à éprouver des sentiments assez chaleureux pour son mari. Elle ne savait pas si c'était un signe positif. Elle emprunta à nouveau le même chemin forestier. Le soleil perçait la cime des arbres, se rapprochant du coucher du soleil. L'empereur remarqua que la jeune fille s'inquiétait de quelque chose. Mais dans son style, il a commencé à mener le dialogue avec froideur. Il se demandait si Yusfir envisageait de s'enfuir ou si quelque chose lui faisait juste du mal. L'impératrice a expliqué qu'elle n'avait pas l'intention de s'échapper, car elle est désormais et pour toujours son épouse légale. La jeune fille a mentionné avec désinvolture que c'était son devoir. Kwanna a remarqué qu'au mariage, la fille l'avait mal embrassée et lui a demandé si la princesse l'aimait. Ou bien une partie de son devoir consiste à embrasser une personne qui la dégoûte. Il semblait à la jeune fille que Kwanna pensait qu'elle le détestait. L'empereur lui a demandé quel genre de personne elle le considérait comme étant. Yusfira a déclaré que d'après ce qu'elle avait entendu parler de lui, il lui semblait qu'il était un héros, qu'elle avait beaucoup entendu parler non seulement de ses nobles origines, mais aussi de ses grandes actions. L'empereur remarqua la peur qui brillait rapidement dans les yeux de la jeune fille, et elle pensait qu'elle était déjà morte au bout de 5 minutes. La jeune fille continuait d'essayer de tout lui expliquer. Après tout, il lui semblait que l'empereur avait décidé de dissoudre le mariage. Il lui a demandé de ne pas lui dire des mots mémorisés, mais de dire exactement ce qu'elle pensait, non pas en tant que princesse d'Achaï, mais en tant que Yusfir, en tant que personne. La jeune fille se leva d'un bond et commença à expliquer sa position. L'empereur a demandé à la jeune fille de s'asseoir, car il n'était pas prudent de rouler debout. Quelque chose effraya grandement le cheval, la voiture sursauta brusquement, et Yusfir fut incapable de maintenir son équilibre. La jeune fille était déjà regroupée et prête à tomber. L'empereur, grâce à ses capacités ultra rapides, l'attrapa rapidement et la pressa fermement contre sa poitrine. Kwanna a demandé si la fille s'était blessée. Il y avait de l'excitation dans sa voix et Yusfir commença à comprendre qu'il n'était pas si mal après tout. Les subordonnés ont expliqué qu'un arbre était tombé sur la route et que le cheval avait eu peur. Yusfir sentit la magie la quitter lentement depuis qu'ils avaient quitté les frontières de l'Achaï. Elle espérait tellement que Dagvid lui mentait. La jeune fille a ressenti la douleur qu'elle a ressentie dans une vie antérieure, lorsqu'une flèche lui a transpercé le cœur. Yusfir soupçonnait que son frère avait fait cela, et qu'il la tuerait bientôt. Sans magie, Yusfir se sentait impuissant. L'impératrice eut le sentiment que la chute de cet arbre était une mise en scène. L'empereur appela la jeune fille et ne lâcha toujours pas son étreinte, lui caressant doucement les cheveux. Il lui a demandé de respirer profondément et l'a rassurée sur le fait que tout allait bien. Kwanna a promis que personne ne lui ferait de mal. Ils étaient déjà près du phare lorsque Kwanna demanda pardon pour sa dureté et son impolitesse. Il comprit que Yusfir n'apprécierait pas vraiment l'idée d'un mariage spontané, et il voulait qu'elle soit sincère. Par conséquent, il lui a promis, quoi qu'il arrive, de ne pas dissoudre le mariage et le traiter de paix. Avec un sourire gêné, l'empereur lui demanda si elle avait au moins un peu moins peur. À ce moment-là, la jeune fille a réalisé quel genre de sentiment elle éprouvait. Yusfir a déclaré qu'elle avait beaucoup lu sur lui et que ses exploits et ses réalisations n'étaient pas un mensonge. Elle a vraiment beaucoup lu sur Kvanak Radionsky afin d'en apprendre le plus possible sur lui et de savoir à quoi se méfier. Plus elle en apprenait sur lui, sur la façon dont il avait libéré le peuple de la tyrannie de l'ancien empereur. À ses yeux, contrairement à sa vie antérieure, Kwanna n'était vraiment pas une mauvaise personne pour elle. Yusfir a remercié Kvanak de l'avoir aidé. Voyant la surprise sur le visage de l'empereur, la jeune fille lui rappela qu'ils avaient convenu de s'appeler par leur nom. Ils arrivèrent au port. La jeune fille regarda par la fenêtre et vit la mer sans fin. Elle était incroyablement heureuse que l'avenir ait changé.
La jeune fille réalisa qu'elle pouvait enfin mettre de l'ordre dans ses sentiments et ne pas s'inquiéter du déclenchement de la guerre. Dans le château de Quanaha Radionsky, le duc s'intéressait à l'endroit où se trouvait actuellement l'empereur. Depuis un mois, Quana fait une sérénade à Yusfir avec sa future épouse. Le duc fut étonné de la rapidité avec laquelle Kvana quitta l'Achaï après le mariage. Le serviteur rapporta que l'empereur venait de traverser la forêt et qu'il était temps de rencontrer la nouvelle impératrice. Lorsque Yusfir descendit de la voiture, elle fut étonnée de voir à quel point les navires étaient énormes. Kvana lui expliqua qu'il était impossible d'atteindre l'Empire sur un bateau ordinaire. Kvana a demandé à l'élu de faire attention, car il faisait déjà nuit. À quoi la jeune fille a répondu qu'elle pouvait tout voir parfaitement. Son talon a heurté un petit nid de poule sur la route et elle a commencé à tomber. L'empereur, grâce à ses réflexes ultra rapides, a de nouveau aidé la jeune fille à rester debout. L'empereur était très inquiet de l'état de Yusfir, car elle pourrait avoir un os cassé. Il lui a pris la main et lui a dit que maintenant ils iraient comme ça. La jeune fille était surprise que son mari la considère si fragile. Les proches de l'empereur attendaient déjà que l'empereur présente sa future épouse. Austin salua immédiatement Sa Majesté. Après un regard sévère, Austin s'excusa de ne pas s'être présenté tout de suite. C'était le baron Austin Bailnar. Austin est né dans une famille pauvre. Il a pu sortir de la pauvreté grâce à ses compétences et son instinct. Austin ne prêtait pas attention au statut et pouvait voir la véritable essence d'une personne. Kvanaha l'a remarqué alors qu'il était un militaire ordinaire. Il fut le stratège et le conseiller de l'empereur pendant la Révolution. Et maintenant, il était l'une des personnes les plus influentes du pays. Lorsque Yusfir cherchait des informations sur Kvanak, le nom de ce baron était mentionné partout. Le baron a demandé à Yusfir s'il pouvait l'aider pour quelque chose, ce à quoi la jeune fille a refusé son aide. Kvana a présenté le baron comme une personne issue de son entourage. Kvana a conseillé à sa femme d'entretenir de bonnes relations avec le duc. La jeune fille s'est présentée sous le nom de Yusfir Katatel. Mais réalisant rapidement qu'elle s'est mariée aujourd'hui, elle a dit qu'elle était désormais Radionskaya. Le duc leur rappela qu'il était temps pour eux de rejoindre le navire. L'empereur a ordonné à Yusfir de le retenir, bien que la jeune fille, en raison de sa modestie, ait assuré qu'elle pourrait le gérer elle-même. Les domestiques furent surpris de s'appeler par leur nom, tandis que l'impératrice devenait timide, baissant les yeux vers le sol. Quana lui a demandé quel était le problème avec cet événement. Austin a rappelé que ce n'était pas une bonne étiquette. L'empereur lui rappela que le duc lui-même s'adressait à lui par son nom. L'empereur fit calmement entendre à Austin qu'il devait se taire. Le duc commença à s'excuser en disant qu'il ne faisait cela que lors de réunions personnelles. Quana a menacé Austin de voler dans l'eau. Cela mettait Yusfir mal à l'aise. À partir du moment où la jeune fille a trébuché et s'est légèrement blessée à la jambe, l'empereur a immédiatement tourné son attention vers elle et s'est montré très attentionné. La jeune fille, pour mettre fin à la querelle, a déclaré qu'elle avait le vertige. L'empereur se sentait un peu coupable d'avoir été distrait par sa communication avec Austin. Un instant plus tard, l'empereur portait la jeune fille dans ses bras. Yusfir était embarrassé et a demandé à être descendu au sol. Austin estimait que l'empereur n'aurait pas dû aller aussi loin devant ses serviteurs. Kvana amena la jeune fille, fatiguée par la route, dans un lit au milieu d'une immense chambre luxueuse, et il ordonna de ne pas hésiter à le contacter si Yusfir avait besoin d'autre chose. Le mari a commencé à lui demander comment elle se sentait et si elle avait de la fièvre. Les joues de la jeune fille sont devenues rouges de gêne. L'impératrice remarqua une robe luxueuse sur le lit et ne comprit pas d'où elle venait. Il lui a demandé si elle aimait la tenue. En souriant, l'impératrice nota que c'était sa couleur préférée. Elle avait le sentiment que son mari voulait remarquer ses pouvoirs magiques avec de petites pousses sur le bas de sa robe. La jeune fille fut surprise, car c'était la première fois qu'on lui offrait une si belle robe. Elle a dit qu'elle aimerait remercier la personne qui lui a offert ce merveilleux cadeau. Quana a dit que ce cadeau venait de lui et que c'était juste une robe de maison. Le gars a promis de revenir dès qu'il aurait réglé des questions urgentes. Il lui a dit de ne pas l'attendre et de se coucher pour se reposer, car il était déjà tard. Yusfir, un peu surpris, a demandé s'il reviendrait vraiment dans cette pièce. L'empereur rappela qu'ils étaient désormais époux. La fille se sentait un peu gênée. Désormais, elle et Quana vivront dans la même pièce en tant qu'époux. Et ici, ils passeront leur première nuit de noces. Yusfir comprit que cela arriverait tôt ou tard, mais elle espérait que cela se produirait au moins à leur arrivée dans l'Empire. Après la passion, la nuit de noces, la jeune fille ne comprenait pas pourquoi il était si pressé. Yusfir craignait que Kvanak ne l'aime pas du tout. Notre héroïne a compris que plus tôt la nuit de noces passerait, plus tôt il deviendrait évident qu'elle était stérile.
L'homme releva doucement son visage et embrassa tendrement la jeune fille. Comme s'il sentait son excitation, il dit que s'ils restent dans la même pièce, cela ne veut pas dire qu'il y aura quelque chose entre eux. L'empereur a déclaré qu'ils étaient désormais époux et qu'il serait étrange de vivre dans des pièces différentes. Il a promis qu'il ne mettrait pas le doigt sur la jeune fille. Kwanna a noté que ce n'était pas l'endroit le plus approprié pour une nuit de noces, et il n'allait pas coucher avec elle jusqu'à ce que la fille le veuille. Il y avait de la noblesse dans ses paroles. La jeune fille ne pouvait pas comprendre pourquoi, car elle était sûre que Kvanak n'avait besoin que d'un héritier doté de magie. L'empereur fut surpris que Yusfir s'en inquiète dès le premier jour. Il lui a dit qu'il n'avait nulle part où se précipiter. L'empereur a demandé à la jeune fille de prétendre au moins qu'elle l'aimait. Kvanna espérait que ce mariage fictif se transformerait un jour en amour. Le navire a mis le cap sur la mer bleu foncé. Yusfir a réfléchi toute la nuit à la raison pour laquelle l'empereur était si calme. L'empereur s'est convaincu de laisser le passé dans le passé et de ne plus jamais s'en souvenir. Austin fit irruption dans les appartements de Kwanna. Il n'était pas content d'apprendre seulement maintenant que, selon le traité, ils étaient censés aider l'Achaï à renforcer ses frontières. L'empereur expliqua qu'ils avaient emmené le gardien d'Achaï, ce qui constituait un coup assez dur pour la défense des frontières. Le duc commença à s'en plaindre, car il pouvait conquérir l'Achaï en quelques jours, et pourquoi y envoyer des personnes expérimentées. Pour Kvanak, ce n'étaient que des bagatelles comparées à ce qu'il était prêt à donner pour Yusfir. Après tout, cette fille n'était pas qu'une princesse. Le duc réagit assez vivement à cela et se contenta de faire tourner son doigt sur sa tempe. L'empereur lui demanda de ne pas se montrer lâche. Le clair de lune était visible à travers la fenêtre. La jeune fille se sentit très mal et réalisa rapidement que cela était dû à la perte de magie. Yusfir comprit que l'empereur comprendrait qu'elle avait perdu son pouvoir. Elle décida de demander des médicaments à la femme de chambre. Même sortir du lit n'était pas facile pour elle. La jeune fille s'est approchée de Kvanak et lui a demandé des médicaments. Son mari remarqua rapidement son visage pâle. En réponse à ses inquiétudes, la jeune fille a répondu qu'elle avait juste le vertige. Mais Kvanak a insisté pour qu'un médecin soit appelé. Elle avait terriblement la nausée, même si elle n'avait rien mangé depuis quelques jours. La jeune fille se couvrit la bouche avec sa main. Lorsque l'empereur la pressa contre lui, la jeune fille vomit directement sur sa chemise blanche comme neige. Kwanna regarda calmement sa chemise, puis l'impératrice et dit qu'elle avait définitivement besoin d'un médecin. La jeune fille se mit à trembler et tout nageait devant ses yeux. Elle avait peur que maintenant ils mettent définitivement fin au mariage. Après tout, dès le début, elle avait l'air très douloureuse. Et maintenant aussi. Il semblait à Yusfir qu'elle avait complètement tout gâché. Même si elle se sentait très mal, elle s'est sentie coupable et a promis d'assumer ses responsabilités. L'empereur, faisant comme si de rien n'était, ôta simplement ses vêtements souillés, exposant ainsi son torse. Il a demandé à Yusfir si tout allait bien pour elle maintenant. Kvanak l'a convaincue que dans cette situation, il n'y avait pas la moindre faute de Yusfir. Elle était très inquiète d'avoir gâché l'humeur de son mari. L'homme a assuré à sa femme qu'il serait stupide de lui en vouloir à cause du mal de mer. Yusfir ne comprenait pas de quel genre de mal de mer nous parlions. L'empereur l'a convaincue, cela arrive souvent. Il s'excusa auprès d'elle de ne pas avoir été assez attentif. L'homme a suggéré d'oublier cet incident. Il a rapidement changé de sujet pour parler de sa jeunesse et de la manière dont il avait géré un type exaspérant près du champ de bataille. Il a poursuivi Kvanak parce qu'il voulait rejoindre la Révolution. Ce type lui a prêté allégeance. Mais lorsqu'il a vu le cadavre sans tête, il a aussi vomi directement sur Kvanak. La jeune fille était surprise que cette histoire concerne ce même Austin. L'empereur ajouta qu'à cette époque, les gens devant lui n'avaient même pas changé correctement. Yusfir a été choqué par la fin de l'histoire, car il y a de nombreuses années, Austin avait déclaré que Kvanna était responsable d'avoir vu cette horreur. Après que le gars ait fini l'histoire, un sourire apparut sur le visage de la jeune fille qui se transforma bientôt en rire. L'empereur raconta cette histoire pour qu'elle ne s'inquiète pas trop. Austin a oublié cette histoire depuis longtemps, et il voulait que la fille oublie ça après quelques baignades. L'impératrice fut très surprise que voir un cadavre mutilé en bas âge et avoir le mal de mer pour Kwannak soient les mêmes petites choses. Comme son sort était cruel, si un spectacle aussi cruel était pour lui, quelque chose d'insignifiant. Yusfir n'aimait vraiment pas reconnaître le vrai Konovak Radionsky, au lieu de croire les rumeurs sur sa tyrannie et sa cruauté. Un garçon aux cheveux roux courut vers la cabine de l'empereur et frappa à la porte. Le dirigeant vient de dire froidement qu'il était enfin apparu. L'empereur était furieux que le médecin ait mis si longtemps à venir. Yusfir a essayé de calmer son mari, lui expliquant que le médecin pouvait simplement dormir à une heure aussi tardive. Le médecin s'est excusé.
que nous avons dû l'attendre si longtemps et qu'il récupérait juste des médicaments. Kvanac lui ordonna d'entrer rapidement. Le docteur s'inclina devant l'impératrice et se présenta. Son nom était Simon et il était le médecin en chef du palais impérial. Yusfir remarqua que Simon était encore un enfant. La jeune fille se présenta et le remercia d'être venu à une heure si matinale. Quana était furieux d'être arrivé en retard. Et maintenant, il se levait et ne faisait rien. Le médecin commença à examiner la jeune fille. Simon commença à trembler d'excitation. Yusfir a demandé quel âge avait Simon. Il s'est avéré que le garçon aurait bientôt 18 ans. Elle était surprise qu'il travaille au palais à un si jeune âge. La jeune fille pensa au génie du médecin. L'empereur n'était pas très satisfait des éloges de Yusfir, ce à quoi la jeune fille expliqua qu'il était peu probable qu'il y ait une personne ignorante au palais. Kvanac a déclaré à Yusfir que le garçon avait une mémoire exceptionnelle et que tout le monde ne connaît pas l'anatomie humaine par cœur. Par conséquent, l'empereur a décidé qu'une telle personne lui serait utile et l'a emmené servir dans le palais. La jeune fille a dit directement au médecin qu'il en était capable. Après ce commentaire, Simon est devenu timide et a répondu qu'il n'était pas encore très bon, mais qu'il allait s'améliorer. L'empereur remarqua que Simon n'était pas une personne très bavarde, mais apparemment il appréciait l'impératrice. La jeune fille était contente, car en tant qu'impératrice, elle devait être proche du peuple. Quana était un peu ennuyée que Simon et lui se tiennent la main. Yusfir réalisa que c'était faux. Après tout, elle et l'empereur étaient désormais liés par le mariage. Elle s'excusa timidement en baissant les yeux vers le sol. L'empereur n'était pas content. Il a dit qu'il avait souligné cette situation non pas pour qu'elle s'excuse. Yusfir a expliqué que son jeune frère avait le même âge et qu'il avait simplement pitié du médecin. L'impératrice a déclaré que lorsqu'il l'avait serrée dans la voiture, elle avait réalisé que la chaleur d'une autre personne l'avait aidée à se calmer. Yusfir a déclaré qu'elle serait plus prudente à l'avenir. L'empereur se sentait irrité par de si pitoyables excuses. Kvana a donné aux filles de petits morceaux de quelque chose. Il a expliqué que c'est un médicament et qu'il devrait être amer. Mais au lieu d'un goût amer, elle avait un goût de framboise. Et elle était très heureuse que Kvana connaisse sa préférence. L'homme sourit et dit qu'il y avait encore beaucoup de framboises séchées, et Yusfir peut en prendre autant qu'elle le souhaite. Quana remarqua combien elle mangeait peu, comme un petit lapin. Il a demandé à sa femme d'aller se coucher car il était déjà assez tard et a promis que cela deviendrait bientôt plus facile. La jeune fille craignait que Kvana ne reste pas avec elle, mais aille travailler un peu plus. Mais il a remarqué qu'il ne pouvait pas la quitter jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. Alors il a emporté les documents nécessaires avec lui. À la faible lumière d'une bougie, pour ne pas perturber le sommeil de la jeune fille, les empereurs s'asseyaient et faisaient leur travail. Yusfir fut agréablement surpris de rester à proximité. Elle regrettait d'avoir eu une si mauvaise opinion dans sa vie antérieure. Après tout, même lorsqu'elle ne se comporte pas selon l'étiquette, son mari n'est pas en colère contre elle, mais au contraire, il s'inquiète. Il semblait qu'il voulait sincèrement que leur relation devienne réelle et qu'un amour sincère naisse. Mais il était désormais trop tôt pour réfléchir à ses sentiments, tant qu'elle n'était pas sûre d'avoir empêché la guerre. Elle fit un rêve dans lequel Dagvid lui rappelait ses projets grandioses. La jeune fille pensait encore que dès qu'il découvrirait son infertilité, elle serait expulsée et qu'une guerre sanglante recommencerait. Les souvenirs d'une vie antérieure me rappelaient de plus en plus eux-mêmes. Yusfir réalisa qu'elle avait perdu sa vigilance et craignait qu'il découvre sa faiblesse. Elle regardait les empereurs travailler, trempant de temps en temps une plume dans l'encrier. Les rayons lumineux du soleil ont réveillé notre héroïne. En se levant, elle remarqua que l'empereur n'était pas là. La servante demanda comment se sentait la maîtresse. Avec un sourire, la jeune fille la remercia pour son inquiétude et lui dit que le reste lui avait fait du bien. Se sentant beaucoup mieux, Yusfir réalisa qu'elle ne voulait pas passer tout son temps sur le navire dans une pièce étouffante. Une légère brise marine frappa immédiatement son visage, emportant ses cheveux blonds. La jeune fille s'était émerveillée par la beauté de la mer sans fin, qui se transformait doucement en bleu du bleu céleste. 2 impériaux ont accueilli le nouveau dirigeant. Il y avait une sorte de méfiance dans leur voix, même si elle l'avait remarqué hier lorsqu'elle parlait avec Austin. Elle comprenait pourquoi ils traitèrent de cette façon. Après tout, pour eux, elle était une étrangère inconnue. Yusfir ne comprenait pas pourquoi l'empereur avait décidé d'introduire une sorcière dans la famille. Après tout, s'il avait épousé une aristocrate de son pays, cela aurait renforcé son pouvoir bien plus. La jeune fille comprit qu'elle était soudainement apparue comme une princesse d'un petit pays du Nord, et leur relation était compréhensible. Simon courut vers elle aussi vite qu'il put. Après tout, il cherchait une fille depuis assez longtemps.
Elle a souligné qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter autant et a assuré qu'elle commençait à se sentir beaucoup mieux. Le médecin a dit qu'il y avait un vent assez fort et que l'impératrice aurait pu attraper un rhume. Kwanna était heureux de retrouver sa femme. En soulevant le corps fragile de sa femme, l'empereur a déclaré qu'il reviendrait, car le navire tremblait beaucoup à cause des vagues. Kwanna craignait que la jeune fille ne tombe et se blesse. Yusfir a déclaré avec embarras que les gens les regardaient. L'empereur lui demanda si elle n'était pas très inquiète qu'il ne respecte pas l'étiquette. L'impératrice s'est dite inquiète pour sa réputation. Au même moment, l'empereur se souvint qu'il avait oublié de dire quelque chose à Yusfir. Tenant la jeune fille près de lui, l'empereur lui murmura doucement à l'oreille qu'il allait faire ça pour pouvoir faire ça. Kwanna n'a jamais aimé que les gens soient obligés de respecter les limites de l'étiquette. Il a donc procédé à plusieurs réformes. Les gens qui jugeaient et méprisaient sont partis depuis longtemps. Les autres respectent leur empereur et ne le condamneront pas à cause d'une certaine étiquette. L'homme posa doucement le fragile Yusfir sur le lit. Et il a apporté à la fille plusieurs livres intéressants pour qu'elle ne s'ennuie pas dans la cabine. Yusfir a remercié son mari. Elle était étonnée qu'il y ait même des livres à bord du navire. Alors que l'empereur savait que le voyage serait long, il sortit plusieurs livres intéressants de sa bibliothèque. La fille aimait beaucoup lire, mais dernièrement, elle n'a même pas eu de minute gratuite pour son activité préférée. Yusfir était incroyablement heureux, car en Ashaï, même des fragments de ses livres pouvaient être trouvés avec beaucoup de difficulté. Et maintenant, elle tenait entre ses mains ce livre en bon état. La jeune fille avait entendu dire que la bibliothèque impériale était la plus grande de tout le continent. Elle remarqua que Kwanna aimait aussi lire. Et plus elle en apprenait sur l'empereur, plus elle était surprise. Yusfir était surpris que la littérature suscite son intérêt. Après tout, le gars a littéralement grandi sur le champ de bataille. Notre héroïne s'est à nouveau souvenue de sa vie passée, où les livres et la solitude étaient sa seule passion. Ce n'est qu'en lisant et en expérimentant les difficultés des autres qu'elle a pu, au moins pour un instant, oublier sa solitude et sa tristesse. L'impératrice avait le sentiment incroyable de partager son passe-temps favori avec quelqu'un d'autre. Après avoir lu un peu, la jeune fille s'endormit avec le livre à la main. Son sommeil fut interrompu par Kwanna, ravissant la jeune fille en lui apprenant qu'ils étaient déjà arrivés dans l'Empire. L'impératrice fut surprise par la beauté du port. L'homme a dit à Yusfir qu'il prononcerait bientôt un discours de bienvenue. Il a demandé à la jeune fille de rester à côté de lui pour que ses gens puissent la voir. Kwanna a déclaré qu'il souhaitait organiser un grand mariage, au cours duquel il aimerait présenter son épouse. L'empereur comprit que le mariage en Ashaï n'était qu'une formalité, et Yusuf a suggéré que les gens fassent sa connaissance après le mariage. La servante en chef s'est immédiatement rendue chez l'impératrice et s'est présentée. Marianne a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir. La servante montra le palais à Yusuf. Le palais était tout simplement magnifique, et la jeune fille fut surprise de la rapidité avec laquelle l'Empire Rodion se développait. Elle se souvint que dans une vie antérieure, l'Empire Rodion avait gagné la guerre sans trop de difficultés. Elle fut très surprise par le fait qu'il était plus facile pour les gens de reconnaître l'empereur comme un barbare que de reconnaître ses mérites en tant que dirigeant. Le regard de l'impératrice tomba sur un bâtiment dont elle n'avait jamais entendu parler dans les livres. La femme de chambre a demandé à la jeune fille si elle souhaitait visiter ce bâtiment. Yusfir fut très surprise, car ce bâtiment ressemblait exactement au palais dans lequel elle vivait en Ashaï. Mais aujourd'hui, elle a refusé d'y aller, estimant qu'elle en avait assez pour aujourd'hui. La servante a dit qu'elle emmènerait la jeune fille au palais principal. Elle a également déclaré que le deuxième étage était destiné au futur héritier, ce qui a fait serrer le cœur de l'impératrice. Yusfir a été choqué par le luxe de sa chambre. Mariana, sachant que la jeune fille était fatiguée après un long voyage, prit un bain chaud. La femme de chambre dit qu'elle serait absente pour prêter une attention particulière à la préparation des chambres. Ce soir sera notre première nuit ensemble au palais. L'empereur fut agréablement surpris de son absence pour une courte période, et l'atmosphère dans la pièce avait beaucoup changé. Yusfir a noté que c'était tout le mérite des servantes. Kwanna devina que puisque ce serait leur première nuit au château, c'était pour cela que sa femme s'habillait ainsi. L'impératrice, un peu gênée, demanda si cette robe lui allait. L'homme a souri et a dit que cela lui allait très bien, mais il a promis qu'il ne mettrait pas le doigt sur elle sans son consentement. Sans finir, Kwanna leur proposa d'aller se coucher. Après tout, ils étaient plutôt fatigués aujourd'hui. Un peu gênée et craignant de paraître stupide, la jeune fille demanda ce qui pouvait se passer entre un homme et une femme. Après tout, c'était quelque chose de nouveau pour elle. Yusfir était convaincu que l'empereur manquait de cette expérience.
Il sourit et lui demanda si elle aimait vraiment les hommes plus expérimentés. Kvanna a expliqué que l'expérience ne vient pas de nulle part, et que si l'impératrice le souhaite, ils peuvent être d'accord. L'empereur, voyant le grand embarras de sa femme, suggéra qu'ils se tiennent d'abord par la main. Il lui proposa d'aller au lit ensemble si elle voulait aller un peu plus loin. À cause de l'embarras, les joues de la jeune fille étaient recouvertes d'une rougeur cramoisie, et la question traversa ses pensées quant à ce qu'elle devait faire dans cette situation. La jeune fille, sous prétexte d'une robe inconfortable, se rendit dans la pièce voisine. Mais je n'ai pas tenu compte du fait que les boutons sont au dos. L'impératrice demanda aux servantes de venir l'aider à déboutonner. L'empereur proposa d'aider sa femme et commença progressivement à déboutonner sa robe inconfortable. Yusfir fut étonné de voir à quel point l'empereur se montrait doux et attentionné et le remercia. Je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir que le rougissement quitte son visage. La jeune fille se sentait toujours mal à l'aise. Après tout, les servantes l'aidaient généralement. L'empereur lui a demandé si elle avait changé d'avis quant à la pratique et au fait de se tenir la main. Yusfir lui demanda si l'empereur se sentait mal à l'aise. Les événements se déroulent assez rapidement car sur le navire, il dormait dans des pièces différentes. L'homme soupira et lui dit qu'elle avait tort. Après tout, quand elle dormait au lit, il s'endormait sur la chaise à côté d'elle. À la surprise de Yusfir, l'empereur expliqua qu'il avait remarqué sur le bateau que les filles faisaient des cauchemars. La jeune fille remarqua que l'empereur n'était pas du tout celui qu'elle avait imaginé. Avant de le rencontrer en personne, la jeune fille avait un peu peur, se fiant davantage aux rumeurs sur sa cruauté. Kvanna arrêta le discours de la jeune fille en replaçant doucement ses cheveux derrière son oreille. Il a admis qu'il l'aimait vraiment et qu'il craignait que ce sentiment ne soit pas réciproque. Passant doucement sa main sur la joue de sa femme, l'homme dit qu'elle était la seule dont il avait besoin. En s'endormant, la jeune fille dit qu'elle aimait aussi beaucoup l'empereur. Dans la tête de notre héroïne, il y avait encore l'idée que l'empereur n'avait besoin que d'un tuteur portant son nom et ne devait pas l'oublier. La jeune fille s'est réveillée dans une pièce ensoleillée. Elle remarqua un bouquet de roses rouges sur la table de nuit près du lit. Une servante s'est approchée de l'impératrice et lui a demandé comment s'était passée la première nuit au palais impérial. La jeune fille a remercié Mariana pour les herbes parfumées, qui l'ont aidée à s'endormir assez rapidement et à se sentir de bonne humeur le matin. Yusfir et elle-même ont remarqué que la femme de chambre était polie et courtoise. Mais la jeune fille ne pouvait s'empêcher de penser que Marianne avait peur d'elle. L'impératrice devint un peu triste de cette attitude. Elle a compris que devenir déprimée serait une perte de temps. Après tout, elle avait encore beaucoup de travail à faire. Yusfir m'a demandé de lui préparer un petit déjeuner simple. Elle a dit qu'elle voulait vraiment aller quelque part. Avec une certaine incrédulité, Mariana demanda où l'impératrice avait l'intention d'aller. Avec un sourire aux lèvres, la jeune fille dit qu'elle voulait vraiment aller à la bibliothèque impériale. Lorsque la jeune fille entra dans la bibliothèque, ses yeux s'écarquillèrent. C'était la première fois qu'elle voyait autant de livres différents et rares. La bibliothèque était tout simplement immense, et le nombre de livres s'élevait à près de 4 étages. Au milieu de la bibliothèque se trouvait un immense cadre en forme d'arbre blanc, comme neige. Yusfir était ravie, car il y avait même des poèmes et des légendes qu'elle n'avait jamais vues en Ashaï, et qui se transmettaient uniquement de bouche à oreille. Mais maintenant, la jeune fille comprenait qu'elle devait en apprendre davantage sur la magie. Elle a demandé au bibliothécaire où se trouvait cette section. Le bibliothécaire a dit qu'il s'agissait d'une section secrète, mais que la jeune fille pouvait l'utiliser quand elle le voulait. Les yeux de l'impératrice parcoururent les étagères remplies de centaines de livres. Elle espérait trouver les livres les plus rares qui existent, et peut-être contenait-il la clé du secret des gardiens. Un livre vert foncé attira son attention, et la jeune fille le prit et s'assit à l'une des nombreuses tables. Yusfir a été surprise d'avoir trouvé si rapidement le livre dont elle avait besoin. L'aube de l'ère des sorciers s'est produite il y a plusieurs siècles. Elle ne s'attendait donc pas à trouver des indices dans la bibliothèque. Le titre du livre faisait très probablement référence aux gardiens, car le livre s'intitulait « L'émergence de la magie sur le continent Nord ou l'histoire de la famille ». Yusfir a lu attentivement chaque page du livre, espérant que ce livre en disait beaucoup plus sur les gardiens que ce que les gens pensaient. Il y a plus de 300 ans, l'horreur elle-même a envahi les terres des hommes. Alors la race humaine et le lit serein de la forêt d'argent, protégés par Dieu, furent en danger. Puis, entendant un cri désespéré pour aider la déesse, un représentant de la famille Katatel vint et jura de la protéger jusqu'à la fin des temps. La déesse Fakar était heureuse et, en signe de gratitude, a doté la famille Katatel d'un cadeau spécial. Mais l'âme du gardien était liée à la forêt d'argent, et les gardiens ne pourraient jamais vivre comme des gens ordinaires. Les yeux de l'impératrice s'illuminèrent,
lorsqu'elle apprit que l'amie des elfes des bois, Geneza Catatel, était celle dont les pouvoirs dépassaient les capacités humaines. Et son enfant était une bénédiction. Les elfes de la forêt, même après des centaines d'années, lui manquaient énormément. L'impératrice s'est demandé comment elle pourrait avoir un enfant, et pourquoi cela parle d'un pouvoir énorme. Après tout, dans leur manuel scolaire, cette fille était une gardienne ordinaire qui s'est réveillée il y a plus de 300 ans. La jeune fille pensait que si elle rencontrait les elfes des forêts, elle pourrait en apprendre beaucoup plus sur Genèse. Elle a entendu quelqu'un l'appeler. En se retournant, la jeune fille aperçut Kvanak, surprise qu'elle soit toujours assise dans la bibliothèque. L'empereur a demandé ce qui avait poussé la jeune fille à sauter des repas. Il lui a demandé en plaisantant si elle aimait s'évanouir. Ils descendirent déjà les marches. L'homme rapporta que les servantes étaient très surprises que leur maîtresse ne soit pas revenue dans ses appartements de la journée. La femme s'est excusée et a expliqué qu'elle était attirée par la lecture et qu'elle n'avait pas remarqué le temps qui passait. L'empereur ne comprenait pas pourquoi Yusfir le regardait si pitoyablement. Le clair de lune se reflétait dans ses yeux. Quanach a expliqué qu'il n'était pas du tout en colère contre la jeune fille, pour son désir de passer plus de temps à la bibliothèque. Il était inquiet, sachant que Yusfir était en mauvaise santé et qu'elle ne s'en souciait pas du tout. Le mari était étonné de l'amour de la fille pour la lecture. Il ne s'attendait pas à ce que cela se produise ne serait-ce qu'une seule fois. L'homme a remarqué qu'il valait la peine de prêter plus d'attention à la santé de Yusfir, et il lui proposa de le suivre jusqu'à la serre. La jeune fille a été émerveillée par la beauté de la serre. Il y avait beaucoup de fleurs, une fontaine dans laquelle la lune et les étoiles se reflétaient avec d'énormes lotus roses. L'homme a exprimé l'espoir qu'au moins le désir de voir la serre pourrait encourager sa femme à sortir plus souvent. La jeune fille admirait la beauté et la variété des fleurs. Elle les trouvait tout simplement merveilleux. Kvana a demandé à sa femme si elle aimait cet endroit. Elle a répondu par l'affirmative. Et elle avouait qu'elle aimait particulièrement les petites fleurs comme celle-là. L'empereur était heureux que Yusfir ait retrouvé son moral. Il lui a demandé de venir ici plus souvent pour admirer les fleurs d'ici. Avec le regard le plus sérieux, il a demandé à la jeune fille de ne pas oublier de manger régulièrement, en prenant soin de sa santé. Quana lui a assuré qu'il avait ordonné que des fleurs soient plantées autour du nouveau bâtiment, dans l'espoir qu'elle les aimerait là-bas. La jeune fille a précisé depuis combien de temps ce bâtiment avait été construit. Elle se souvint qu'elle l'avait vu par la fenêtre. Elle fut surprise de supposer que l'empereur l'avait construit, ainsi que cette serre, spécialement pour elle. Yusfir ne comprenait pas pourquoi l'homme continuait à se soucier autant d'elle. Cela lui paraissait assez étrange. Ici, elle ressentit d'étranges vibrations magiques. Kvana a vu que quelque chose d'incompréhensible arrivait à sa femme. Il lui a demandé ce qui lui était arrivé. Elle ignora que tout allait bien. Elle a assuré que les fleurs étaient si belles qu'elle ne pouvait tout simplement pas détourner le regard. Il a semblé à notre héroïne qu'après avoir quitté l'Achaï, la magie lui était absolument inaccessible. Et j'ai décidé d'essayer de parler à cette fleur. La jeune fille toucha le pétale blanc avec son index. Il a crié « Non ! Pourquoi êtes-vous venu ici? Pourquoi? Courez et ne regardez pas en arrière. Fuyez vite !» Yusfir regarda son mari par-dessus son épaule. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. L'homme a commencé à s'inquiéter pour la jeune fille, lui demandant ce qui lui était arrivé. Notre héroïne regarda l'empereur d'un air suppliant. La fleur l'a exhortée à partir immédiatement, sinon elle mourrait ici. Cette conversation a eu lieu dans la serre il y a 1 semaine. L'homme a demandé à la femme de chambre si elle avait réfléchi à sa proposition. Elle a répondu que sa réponse ne changerait pas. Et il ne comprenait toujours pas pourquoi elle était si têtue. Et il était convaincu que tout cela était pour le bien de tous. La chef des domestiques commença à crier qu'elle avait travaillé si longtemps pour obtenir ce poste, qu'elle a travaillé pour cela pendant de nombreuses années. L'interlocuteur était sûr que travailler était une bonne chose, mais il était surpris que pour elle, le travail soit plus important que la vie de sa sœur cadette. La femme lui a demandé comment il connaissait Edith. Il a répondu que cela n'avait pas d'importance et il était sûr que sa demande n'était pas si difficile, qu'elle aurait simplement besoin de lui rapporter ce que faisait et disait leur chère impératrice. Et comme elle travaille elle-même au palais, cela ne devrait poser aucun problème. La femme a tenté de s'opposer à lui en réponse, mais il était sûr que puisqu'elle était déjà venue au rendez-vous avec lui, cela signifiait qu'elle était initialement intéressée par sa proposition. Marianne, et c'était elle, serra les poings à cause des émotions qui l'envahissaient. L'homme était sûr qu'il pourrait se rapprocher d'elle, et lui a demandé son consentement. L'heure approchait du coucher du soleil. La lumière dorée d'adieu du luminaire couchant s'est répandue sur la ville et la surface de l'eau. La femme marchait lentement dans les rues et rentrait chez elle.
En cours de route, elle a réfléchi à la situation actuelle et aux possibilités qui s'ouvriraient à elle si elle acceptait l'accord. Après un certain temps, elle ouvrit la porte. Une des nombreuses et pas différentes les unes des autres dans cette maison. Une jeune fille était allongée sur le lit. Marianne l'informa de son retour. Elle a demandé pardon d'être rentrée plus tard, en s'excusant du fait que récemment il y a eu plus de travaux dans le palais. La femme s'assit avec lassitude sur un tabouret près du lit de sa sœur. Marianne sortait une bouteille de la poche intérieure de sa veste. Elle a dit à sœur Edith qu'elle devait d'abord prendre des médicaments. La fille se sentait mal et ne discutait pas. Marianne regarda sa jeune sœur malade, allongée là. Elle savait qu'elle souffrait de sélédiose, et elle était très inquiète du fait que son seul parent souffrait quotidiennement à cause d'une maladie incurable. Puis dans la serre, l'homme a assuré qu'il était bien informé, et que, selon les rumeurs, cette maladie aurait commencé à se propager rapidement dans tout l'Empire, et que si le malade ne peut pas prendre régulièrement des médicaments magiques, il peut à tout moment devenir engourdi et mourir. Dans leur monde, il était difficile de trouver un sorcier intelligent, et les prix des médicaments augmentaient rapidement. Malheureusement, tous ces médicaments n'aident pas à lutter contre les maladies, et certains étaient même dangereux ou venimeux. Bien sûr, tout cela était déprimant. L'homme a convaincu Mariana que si elle coopérait avec eux, elle recevrait beaucoup d'argent. Il l'a convaincue que les gens ordinaires ne pouvaient même pas rêver d'une telle chose. La femme a précisé de qui il s'agissait avec nous. J'ai demandé qui était derrière lui. Il a assuré qu'il ne pourrait le dire que si elle acceptait son offre. Il lui a conseillé d'y réfléchir attentivement. Et maintenant, Marianne était assise près du lit de sa sœur malade et se demandait ce qu'elle devait faire maintenant. Il se maudit. Un type en costume d'affaires et aux cheveux verts lui tendait une pile de papier. Il a dit à Sa Majesté qu'il s'agissait d'une estimation des impôts perçus dans la région occidentale pour ce trimestre, ce qu'il lui a demandé de fournir. Il a ajouté qu'il existe également des projets de réforme possibles du système fiscal. Et j'ai demandé à faire connaissance avec eux. Kvana le remercia brièvement. Il est sûr qu'à ce rythme-là, ils auront le temps de préparer un plan à temps pour la prochaine réunion du Parlement. Le gars a annoncé que cette fois la rencontre serait encore plus intense. Il pensait que les aristocrates conservateurs feraient tout pour empêcher leur réforme fiscale. L'empereur était sûr que si cela se produisait, la prochaine fois, il échouerait à l'examen bureaucratique sur lequel il avait lui-même insisté. Le gars était sûr qu'ils adhéraient toujours aux vieilles croyances, et il croyait que l'aristocratie devait gouverner le peuple. Kvana, serrant les dents, dit que c'était eux qui avaient négligé et permis à l'esclave de bataille de monter sur le trône. Le gars a rappelé qu'il ne s'agissait pas d'une permission, mais d'une soumission. Il était sûr qu'il pouvait être trahi à tout moment, car les aristocrates devaient alors se soumettre. L'empereur, se levant de sa chaise, dit qu'il les considérait comme de vieux renards, et il se demandait s'il devait les traiter de la même manière qu'avec le précédent dirigeant. Le gars était sûr qu'il ne ferait pas ça. Après tout, il croyait que l'âme de ce gentleman était pleine de miséricorde. Kvana se tenait à la fenêtre. Parlant de miséricorde, il a assuré que ce n'est pas tout à fait vrai, qu'il ne voulait tout simplement plus verser de sang. Il se souvint soudain de la façon dont Yusfir avait dit qu'elle l'aimait aussi. Et maintenant, il se demandait si elle découvrait son passé. Dira-t-elle encore qu'elle l'aime bien et le traitera-t-elle de héros? La jeune fille était assise dans l'allée du jardin, dans la serre. La servante fut surprise que la dame soit toujours dans le jardin. Marianne a dit qu'elle avait écouté son appel. Elle a confirmé qu'il était fidèle. Yusfir s'est levé des fleurs. Elle a dit à la femme de chambre qu'elle voulait lui demander quelque chose. Elle est devenue méfiante et s'est ressaisie. Yusfir sourit. Mariana s'est approchée et a dit qu'elle avait entendu la dame l'appeler. L'impératrice l'invita à se promener. Après tout, je pensais que rester debout serait trop fatigant. La fille était heureuse qu'il fasse chaud aujourd'hui. Elle a dit que cette serre était si belle qu'elle lui avait coupé le souffle lorsqu'elle est arrivée ici pour la première fois. L'impératrice était ravie des fleurs. Elle a admis qu'elle n'avait jamais rien vu de tel dans son pays natal. Puis, quand son mari a vu la confusion de Yusfir, elle l'a convaincu que tout allait bien pour elle. Et elle poursuivit la conversation avec la fleur, clarifiant ce qu'il voulait dire. L'usine a rapporté qu'une femme de son entourage, sa femme de chambre personnelle, continuait à rencontrer des gens étrangers ici. La fleur a rapporté que ces personnes avaient dit qu'elles voulaient faire du mal à l'impératrice. La jeune fille devina qu'il parlait de Mariana. Yusfir a demandé à l'usine la permission de regarder ses souvenirs et ce que la servante avait alors dit. La fleur accepta, assurant qu'ils étaient complètement de son côté. C'est ainsi que notre héroïne a découvert que quelqu'un persuadait son serviteur personnel de coopérer. Elle doute et refuse, mais ils la convainquent en lui promettant une généreuse récompense monétaire pour le traitement réservé à sa sœur.
La jeune fille fut sortie de la transe de communication avec la plante par la voix de Mariana. Elle a appelé l'impératrice. Yusfir lui a demandé pardon, assurant qu'elle regardait simplement le parterre de fleurs. Elle a demandé à la femme de chambre si elle aimait les fleurs. Elle a répondu qu'elle les considérait comme de belles créatures. L'impératrice en fut surprise. Marianne se souvient de la façon dont l'adolescente se réjouissait d'une rose rouge à petites fleurs, en décorant ses cheveux. Elle disait que quelque chose d'aussi beau pouvait se perdre si facilement. Elle a admis que cela lui faisait peur. La jeune femme a admis que sa sœur cadette aimait beaucoup plus les fleurs qu'elle. Yusfir fut surpris que la servante ait une sœur. Elle a dit qu'elle avait 10 ans de moins qu'elle. Mariana a dit que leurs parents sont morts prématurément. Et la responsabilité d'élever la fille lui incombait. La servante a déclaré qu'elle et sa sœur vivaient à l'extérieur du château depuis qu'elle était devenue servante. Yusfir était sûre que ce n'était pas facile pour elle. Marianne voulait que sa sœur devienne également servante et travaille avec elle au palais, mais sa santé ne le lui permettait pas. L'impératrice a demandé ce qui n'allait pas avec la jeune fille. La femme a rapporté que sa sœur souffrait de célidiose depuis longtemps, et elle essaie par tous les moyens d'obtenir ses médicaments. Elle a demandé pardon à l'impératrice pour des informations qui n'avaient pas d'importance pour elle. Yusfir a nié. Elle regarda la femme de chambre dans les yeux et lui assura qu'elle l'avait appelée parce qu'elle voulait d'abord lui en parler. Après tout, il la voyait tous les jours. Mais Yusfir ne savait rien du tout de sa servante personnelle. Elle lui a assuré qu'à l'avenir, elle deviendrait une personne très proche d'elle. J'aimerais donc essayer de mieux la connaître, même si j'y suis parvenue un peu tard. La jeune fille comprit que Marianne la traitait avec autant de distance, uniquement parce qu'à ses yeux, elle était une étrange étrangère qui devenait soudain sa maîtresse. Même si elle était froide avec la fille, Yusfir aurait dû essayer de se rapprocher d'elle plus tôt. Alors, rien ne serait arrivé. Yusfir a déjà fait le vœu de changer afin d'éviter ce qui s'est passé dans sa vie passée. Mais elle n'arrivait toujours pas à se débarrasser de son habitude de s'éloigner des gens, au lieu d'apprendre à les connaître. Elle a décidé que maintenant tout était censé être différent. Après tout, elle n'était plus enfermée entre les 4 murs d'une reine tuée par son propre frère. Désormais, elle était impératrice, et elle avait une responsabilité. Yusfir a demandé à la servante de ne pas s'inquiéter, et elle a promis de l'aider à trouver un remède pour elle. Elle prit les mains de la femme abasourdie. Mariana a demandé pourquoi elle avait besoin de ça. La jeune fille fut surprise de voir à quel point c'était une question stupide. Après tout, la femme de chambre était sa personne. Avec cette déclaration, elle a encore plus abasourdi la femme. Kwana fut surpris. Il ne comprenait pas comment Yusfir était arrivé jusqu'ici dans cette partie du château pour le retrouver. La blonde se souvint que son mari lui-même avait parcouru un long chemin la dernière fois pour la retrouver. Elle lui a demandé si elle s'était ingérée dans ses affaires. Le type aux cheveux verts balbutia quelque chose pour dire qu'ils avaient des affaires ici. Mais Kwana le fit taire rapidement, lui tendant des papiers, lui assurant qu'elle ne les avait pas du tout dérangés. L'homme lui a dit qu'il venait juste de terminer. Yusfir était contente d'être arrivée à l'heure. Elle a invité Sa Majesté à partager un repas avec elle. Il a accepté avec joie. Après un certain temps, divers plats délicieux et frais furent servis sur la table du salon. Il y avait du poulet au four, des légumes, des salades, des friandises. La table était décorée de vases de fleurs et de bougies en candélabres. Yusfir a coupé avec un couteau dans son assiette, tout en discutant avec son mari. Elle a dit qu'elle était sûre qu'il était surpris par sa proposition soudaine. Et elle a admis qu'elle était prête à entendre son refus. Son mari but une gorgée de son verre. Il a dit qu'il n'y avait aucune raison d'en douter. Après tout, elle avait si bien choisi l'heure du repas. Kwana a déclaré qu'il était heureux que sa femme l'ait personnellement invité. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi son visage devenait soudainement rouge. Elle a dit que le chef travaillait dur. Mais j'étais sûre qu'il devait faire encore plus d'efforts aujourd'hui, car aujourd'hui ils ont déjeuné ensemble. Kwana fut surpris. Il pensait que tout était comme d'habitude. Mais la jeune fille n'était pas d'accord avec lui. Mais elle ferma aussitôt la bouche, laissant presque échapper qu'elle mangeait dans la bibliothèque. L'empereur a demandé à sa femme si elle était sûre que tout allait bien pour elle. Il s'inquiétait de la santé de sa femme. Kwana Terob. Il a dit à sa femme qu'ils avaient eu de la chance de se rencontrer. Mais il craignait que quelque chose ne lui arrive. Et il ne pourra pas le découvrir immédiatement tant qu'elle ne lui en parlera pas elle-même. Mais Yusfir, à cette époque, était plongé dans ses pensées. Les secrets de la forêt d'argent, Euskelidiose. Son mari lui a dit qu'ils dîneraient désormais ensemble. La jeune fille a été surprise par sa décision, car il était un homme très occupé. Il a répondu qu'il ne voulait pas que sa femme perde connaissance, mais qu'elle commence à manger normalement. Kwana tendit à sa femme un morceau de tarte à la gelée rouge.
Je lui ai conseillé de l'essayer, me rappelant qu'elle adorait les framboises. L'empereur demanda à Yusfir ce qui s'était passé. Après tout, si elle dit elle-même qu'elle comprend à quel point il est occupé. Et pourtant, elle m'a demandé de lui accorder du temps. L'homme s'arrêta dans l'expectative. Il croyait que la jeune fille voulait lui dire quelque chose d'important. Yusfir commença à lui dire que sa servante avait des ennuis. Elle a demandé si son mari connaissait Mariana. Il a assuré qu'il l'avait lui-même invitée au palais. Il savait que cette jeune fille avait effectué un stage de longue date dans un établissement d'enseignement spécialisé pour domestiques, et que grâce à ses compétences exceptionnelles et à ses bonnes manières, Marianne a obtenu le poste de servante en chef à la cour. Kwana a déclaré que la servante quittait régulièrement le château, et il savait qu'il y avait une raison à cela. Mais il ne pensait même pas que tout était si sérieux. L'empereur pensait qu'à cause de toute cette situation de maladie incurable de sa sœur, Marianne ne serait pas du tout capable de se concentrer sur son travail. Yusfir a demandé s'il pouvait alors transporter la sœur de la servante. Elle pensait que ce serait mieux pour tout le monde si Marianne pouvait prendre soin de la fille et ne pas la quitter pendant longtemps. Kwana a demandé s'il pouvait placer une jeune fille gravement malade à l'hôpital impérial. L'homme a déclaré qu'il se trouvait que Simon envisageait de commencer à étudier la sélédiose dans un avenir proche, avec les meilleurs médecins de l'Empire. Il a assuré qu'il y aurait des équipements de dernière génération et de haute qualité. Et Marianne n'aurait pas à s'inquiéter, car l'hôpital n'était pas loin du palais. Yusfir était heureux d'avoir cette opportunité. Kwana sourit. Il disait que dès que son impératrice souhaiterait quelque chose, l'Empire ferait tout pour qu'elle lui plaise. Yusfir fut surpris. Elle a remercié son mari, et elle a dit qu'elle avait peur d'imaginer ce qui arriverait à Marianne sans lui. L'homme a déclaré qu'il avait seulement suivi ses conseils. Il toucha doucement le doigt de sa femme avec son doigt, et il a dit qu'elle devrait se remercier. La fille soupira. Elle a dit à son mari que son consentement et son soutien l'avaient beaucoup aidée. Par conséquent, elle pensait qu'ils méritaient tous les deux de la gratitude. L'empereur était content de lui et était d'accord avec elle. Et la fille se demanda pourquoi alors elle était la seule à se sentir mal à l'aise. Elle pensait qu'elle devait rapidement finir de manger et partir. Kwana appela sa femme. Il a dit qu'il y avait quelque chose sur son visage. La fille a demandé où exactement. Puis il essuya soigneusement le morceau de tarte coincé sur sa joue. Elle le remercia docilement, embarrassée. L'empereur se pencha vers sa femme et commença à lui dire quelque chose de tendrement. Mais ils furent interrompus par un domestique faisant irruption dans la pièce. Il appela Sa Majesté depuis le seuil. En s'approchant, il a demandé à Kvanak de vérifier d'urgence un document. Mais ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua l'embarras et la couleur du visage de la jeune fille et l'air insatisfait du monsieur. Puis il s'excusa timidement pour le retard. Yusfir se remettait encore de l'afflux de sang sur son visage. L'empereur demanda à Osling quel genre de document il possédait. Et notre héroïne pensait que si ce n'était pas seulement son imagination, Kwana voulait absolument l'embrasser. L'assistant était déjà pressé de partir en disant qu'il était content de vous voir. L'empereur lui dit au revoir et le revit bientôt. Et Yusfir lui attrapa la tête et se demanda ce qu'elle devait faire. Elle a admis qu'elle avait eu des sentiments tellement étranges autour de Kwana ces derniers temps. Mariana n'en croyait pas ses oreilles, et demanda à nouveau à Yusfir si ce qu'elle lui avait dit était vrai. Elle était heureuse que sa sœur soit admise à l'hôpital impérial. L'impératrice le confirma avec un sourire. Elle a assuré avoir déjà discuté de cette question avec Sa Majesté. Et bientôt une place sera préparée pour la sœur de la servante. Marianne pourra alors la transporter au palais. La servante savait que seuls les fonctionnaires et les membres de la dynastie régnante avaient le droit d'être patients à l'hôpital impérial, et que quelqu'un comme elle ne pouvait même pas franchir le seuil. Yusfir a demandé quel était le problème. La servante a dit qu'elle était une roturière, et elle n'a eu la chance d'obtenir ce poste que grâce à la grâce de l'empereur. Marianne était sûre que s'ils étaient dans un autre pays, elle n'oserait même pas lever les yeux vers l'ourlet de l'impératrice. Yusfir a assuré que dans l'Empire Radon, les gens sont jugés sur leurs compétences et non sur leur rang. Elle prit les mains de la servante, et elle a dit que pendant tout ce temps, elle faisait son travail mieux que quiconque. Par conséquent, elle a demandé de ne pas dire qu'elle ne méritait pas un tel traitement envers elle-même et envers sa sœur. Yusfir a insisté sur le fait qu'elle ne pourrait pas devenir une bonne impératrice si elle ne prenait pas soin de ceux qui lui étaient chers. La servante essayait de dire quelque chose à l'impératrice, mais elle ne l'a pas laissé dire, lui assurant qu'elle ne voulait pas la négliger. Elle espérait donc que Marianne accepterait son aide. La femme pleurait. Elle se souvenait de sa sœur gravement malade, et elle se reprochait de pouvoir nuire à une personne aussi bonne que l'impératrice en acceptant ce marché avec le baron.
Elle tomba à genoux et commença à demander pardon à Sa Majesté. Marianne a admis qu'une personne la contactait secrètement et qu'il avait promis de l'aider à obtenir les médicaments si elle acceptait de lui donner toutes les informations sur l'impératrice. Elle pensait qu'elle méritait d'être punie pour avoir hésité. Yusfir comprenait toute la situation et que la vie de sa sœur dépendait de la décision de Mariana et des médicaments qui lui étaient promis. Et elle a assuré qu'elle était ravie de ne pas avoir immédiatement accepté cette proposition. La directrice de maison voulait s'y opposer. Yusfir lui a demandé de se calmer, lui a assuré que tout était en ordre et lui a demandé de lui dire qui lui avait fait une telle offre. Marianne essuya les larmes de son visage. Elle a déclaré que la personne qui l'avait contactée était un fonctionnaire bien connu, le baron Edwin. Yusfir a admis que c'est la première fois qu'elle entend ce nom, et elle ne comprenait pas pourquoi il avait besoin d'informations détaillées sur elle. La femme de ménage a dit qu'elle n'était pas sûre, mais elle pensait que le baron Edwin était une personne plutôt glissante et rusée. Il a autrefois fait preuve d'un grand manque de respect envers l'ancien empereur et vit depuis dans la clandestinité, craignant des représailles. Au bon moment, le baron soutint la révolution pour ensuite changer de position. Actuellement, il occupe le poste de fonctionnaire. Yusfir s'est rendu compte qu'il n'était pas d'accord avec l'idée d'un nouvel empereur, et il ne l'a rejoint que pour sa propre sécurité et son bénéfice. Marianne confirma l'exactitude des suppositions de sa maîtresse. Elle rapporte que le baron Bénard, qui a le plus contribué à l'avancement de la Révolution, a refusé de lui attribuer un quelconque titre, et d'autres aristocrates qui ont participé à la Révolution, dont le baron Edwin, n'ont pas eu droit à de nouveaux titres. Sa Majesté lui a accordé un vaste domaine en récompense, mais bientôt, par la faute du baron Edwin lui-même, tout tomba en ruine, et maintenant il était contraint de travailler comme fonctionnaire subalterne dans le palais impérial. Yusfir y réfléchit. Elle a compris que l'idée principale de la Révolution était d'éliminer le sentiment de privilège de la classe dirigeante. Et il était naturel que ceux qui dominaient tout le monde continuent de résister. Mais elle ne comprenait pas pourquoi le baron devait la suivre, car elle-même n'avait jamais eu de pouvoir sur la scène politique. Marianne ne connaissait pas la réponse à la question de sa maîtresse, mais elle lui a demandé de faire attention. Elle se souvenait de la façon dont il avait utilisé le « nous » dans cette conversation, et elle pensait qu'au moins une autre personne était clairement impliquée dans cette affaire. Yusfir lui a demandé où se trouvait le domaine, ce que le baron a reçu en récompense. La femme a dit que c'était quelque part près de la frontière nord-est de l'Empire. Il y avait un territoire d'un autre peuple à proximité, et juste au nord se trouvait une zone contrôlée par la Chaï. Yusfir s'en est rendu compte. Il s'est avéré que le baron Edwin vivait près de son pays natal, la Chaï. Elle a supposé que la personne qui avait collaboré avec cet homme était son frère aîné. La jeune fille regarda l'artefact de communication qui se trouvait maintenant sur la table. Il était entouré d'une lueur froide, mais assez brillante. Yusfir était étonné de ne pas avoir immédiatement réalisé qu'il y avait une personne qui voulait la contrôler à chaque étape. Dagvid ne faisait toujours pas confiance à la jeune fille et essayait de la surveiller avec l'aide d'autres personnes, ce qui lui faisait un peu peur. Mariana, visiblement nerveuse, se tourna vers la jeune fille. Elle demande son consentement pour contacter M. Edwin. Les serviteurs savaient que l'impératrice serait contre. Elle a expliqué qu'il était impossible de le blâmer maintenant, afin que les vrais traîtres ne se cachent pas et qu'il y ait une opportunité de découvrir qui était derrière ce crime. La femme remarqua qu'il était dangereux pour l'impératrice de parler maintenant. J'étais donc prêt à assumer le rôle d'agent double. Devant le regard surpris de Yusfir, la servante lui dit quoi faire semblant, qu'il acceptera l'offre du baron, gagnera sa confiance et essaiera d'en savoir le plus possible. Yusfir a été touchée par cet acte. Elle a prévenu la femme qu'elle pourrait être blessée. À cet avertissement, la femme a répondu que tout irait bien. Quoi qu'il en soit, l'impératrice a aidé à sauver sa sœur, et Marianne était désormais prête à consacrer sa vie au service de l'impératrice. S'inclinant aux pieds de la jeune fille, la servante la supplia de lui donner une chance. Après avoir parlé avec la servante, la jeune fille la suivit dans le jardin impérial. Elle toucha le pétale rose tendre, voulant qu'il partage plus de souvenirs. Des pas se firent entendre dans le jardin, mais la jeune fille n'y prêta aucune attention. En se retournant, elle aperçut Kvanak. L'homme se demandait à quoi pensait sa femme. En réponse, l'impératrice a noté que partout où elle allait, il y avait de très belles fleurs. Pour changer de sujet de conversation, Yusfir a montré une fleur et a expliqué que cette espèce est très difficile à faire fleurir et que les jardiniers ont fait un excellent travail. Kvana regarda la beauté de la fleur. Il pensa que c'était peut-être ce que disait sa bien-aimée. La jeune fille a mentionné qu'elle avait dit à Marianne d'amener sa sœur au palais
et que la servante était très heureuse. Elle sourit et ajouta que désormais, les servantes prendraient bien soin de la sœur cadette. L'impératrice se souvenait de la façon dont la servante lui serrait la main et de la façon dont elle se sentait remontée et avait trouvé un nouveau sens à la vie. Cela a mis la fille un peu mal à l'aise. Après tout, elle l'a ressenti. Yusfir se surprit à se demander si elle méritait une telle attitude envers elle-même. Il lui semblait qu'elle n'avait pratiquement rien fait. La jeune fille s'est excusée d'avoir partagé cela. Après tout, elle avait tellement de pensées en tête. Il lui semblait que cela ne valait pas la peine d'imposer cela à l'empereur. Le clair de lune jouait sur les cheveux de Qanar. Il était étonné de marcher chaque jour sur cette route jusqu'à son bureau, mais n'avait jamais remarqué toute la beauté des fleurs jusqu'à ce moment-là. Il a noté qu'il n'avait jamais pensé à quel point ce serait difficile pour son jardinier, sans l'attention de son mari. Il remarqua que la jeune fille attirait souvent l'attention sur des choses auxquelles il n'avait même pas pensé. C'était le cas de Marianne. Après tout, l'empereur était un peu prudent à son égard. Il n'a même pas pensé à découvrir ce qui se passait avec la femme de chambre. Kvana a noté que remarquer quelque chose comme ça et se soucier de ceux qui l'entouraient semblait une tâche très difficile. Le mari tendit la main pour aider la jeune fille à se relever. Il était très heureux d'être convaincu chaque jour que son élue était une personne merveilleuse. Devant le regard confus de la jeune fille, l'empereur dit qu'il croyait qu'elle était celle capable d'être responsable de son peuple. Qanar embrassa doucement la main de la jeune fille. Les gouttes d'eau de la fontaine semblèrent se confondre avec la légère fraîcheur du soir. Les fleurs étaient les témoins silencieux de ce merveilleux moment. Chaque fois que l'empereur complimentait la jeune fille, elle se sentait un peu gênée. Elle se souvint du secret qu'elle lui cachait, le secret du gardien et l'accord avec son frère. Il semblait à Yusfir qu'elle ne pourrait jamais devenir une véritable impératrice tant qu'elle gardait le silence sur tout cela, mais malgré cela, elle voulait au moins essayer. La jeune fille ouvrit une petite boîte éclairée par une lumière magique. Elle ramassa l'artefact de communication et entendit la voix de son frère. Son cœur se serra pendant quelques instants. Elle a dit à son frère qu'elle était heureuse d'avoir de ses nouvelles. Dagvid était surpris qu'il n'y ait aucune nouvelle d'elle. Il fut surpris que Yusfir essaie toujours de plaire à l'empereur. La jeune fille lui a demandé de lui pardonner de l'avoir fait s'inquiéter pour elle. Son frère lui a demandé comment elle vivait dans l'Empire. La blonde a dit que tout n'était pas aussi mauvais qu'elle s'y attendait au départ. Et je me suis dit que même si Marianne devenait son agent double, cela ne signifiait pas qu'elle devait seule collecter des informations. Yusfir pensait qu'il valait la peine de vérifier si c'était son frère qui lui avait assigné cet homme, le baron Edouane. Et elle pensait qu'elle aurait dû essayer de plaire à Dagvid. Elle a déclaré que l'empereur était très méfiant, et elle se plaignait de ne pas pouvoir bouger librement. Le frère en fut surpris. Il était sûr que Kvana se souciait de sa nouvelle épouse. La jeune fille a insisté sur le fait qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Le frère lui a demandé si elle pensait vraiment qu'il pouvait envoyer sa chère sœur tout seul, dans un pays étranger. Il a assuré qu'il avait depuis longtemps pris soin d'introduire une personne dévouée dans les couches supérieures de la société. Yusfir réalisa que tout se passait comme elle l'espérait, réalisant que derrière le baron Edouane se trouvait probablement son frère. Elle a dit à haute voix que sa situation actuelle était très encourageante. La jeune fille a demandé qui était l'homme de confiance de son frère. Elle a assuré que si elle savait qui était de son côté, il serait plus facile d'agir. Le frère n'était pas sûr que cela soit nécessaire. Il a dit qu'elle devrait faire ce qu'il lui disait. Il était sûr que si la fille commençait à s'immiscer dans la politique sans raison valable, cela ne pourrait que leur ajouter des problèmes inutiles. Il m'a conseillé d'écouter simplement mon frère. David a dit que si elle voulait vraiment aider, elle le pourrait en principe. Il a rapporté que l'Empire parlait de la récente mise en œuvre d'une réforme fiscale. Et malgré le projet radical de cette réforme, l'aristocratie conservatrice n'a pas d'attitude négative à son égard. Dagvid a demandé ce que Qanar avait fait pour obtenir un tel soutien. Il a assuré que s'il voulait détruire l'Empire, il n'était pas nécessaire de créer la discorde entre l'empereur et les conservateurs. Yusfir a répondu qu'eux aussi apportèrent leur contribution à la révolution. Et si vous intervenez sans vous y préparer correctement, Ashaï ne pourra pas le supporter. Dagvid a assuré à sa sœur qu'elle était trop pressée, à quoi elle répondit à son frère qu'elle s'inquiétait simplement pour leur Ashaï natale. Il a dit que si la sœur était si inquiète, alors au lieu de faire des suppositions vides de sens, il serait préférable de la laisser chercher les faiblesses de Kvanak. Le gars a assuré qu'il n'aimerait pas la forcer à murmurer les pensées dont ils avaient besoin à l'empereur au lit. La jeune fille a été choquée par cette hypothèse et par les pensées de son frère. Dagvid a exprimé l'espoir que son cœur souffrait encore du sort de leur pays natal.
Il a demandé à sa chère sœur de le contacter plus souvent. Une fois la connexion terminée, Dagvid était furieux. Il a commencé à jurer comme un diable. Il était en colère contre sa sœur qui faisait semblant de savoir quelque chose. Et il ne croyait pas que Yusfir s'inquiétait réellement au sujet d'Ashaï. Il pensait qu'elle ne voulait tout simplement pas perdre l'amour de tous, que ma sœur se considérait comme une héroïne. Mais en réalité, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était s'apitoyer sur son sort. C'est pourquoi elle a accepté cet humiliant mariage de convenance. Il a crié que si Yusfir se soucie vraiment de son pays, alors elle doit se battre jusqu'au bout. Dagvid pensait que tout le monde ne pensait qu'à la façon de détruire son Ashaï natale. Il est devenu lâche de rage. Il se disait que sa sœur ne savait rien des efforts qu'il faisait pour protéger le pays. Le gars était assis à table, les poings serrés. Après tout, lorsqu'il a commencé à régner à la place de leur stupide père, il est tombé malade à cause de la mort de sa femme, et ne se souciait pas du sort d'Ashaï. Dagvid n'avait que 14 ans, et aucun de ses sujets ne lui était sincèrement dévoué, le jeune prince héritier derrière le dos duquel se cachait le roi malade. Il se souvint de la façon dont Yusfir l'appelait frère d'une voix fine. Comme elle avait les larmes aux yeux et elle a dit que sa mère lui manquait vraiment. Sa famille et son pays ont alors demandé de l'aide. Il a compris qu'il y consacrerait toute sa vie pour les sauver et les protéger. Il a dû traverser le sang et la trahison, la douleur et la perte. Dagvid se souvenait des voix admiratives et pleines d'espoir des adultes. On disait que la princesse s'était réveillée, qu'elle est devenue leur tutrice. Il fut surpris que la table soit déjà passée depuis des siècles. Et ils considérèrent cette preuve directe que la forêt d'argent était toujours du côté de l'Ashaï. Le gars a entendu tout cela à travers la porte entr'ouverte. Les hommes ont été surpris que Yusfir soit devenu le tuteur, et non le prince héritier Dagvid. Et si vous y réfléchissez, il s'avère que le ciel lui-même a décidé qu'une princesse devait monter sur le trône. Le gars a accidentellement entendu tout cela et a essayé de le comprendre par lui-même. Il se souvenait de la gifle que sa sœur lui avait donnée sans raison apparente. Il est vrai qu'elle lui a ensuite demandé pardon, en avançant des excuses en disant que, apparemment, la magie avait soudainement affecté son corps. Elle a exprimé l'espoir que son frère occuperait son poste. Le gars sourit et supposa que cela devait être très difficile pour sa sœur en ce moment. Mais il comprit qu'elle pouvait le trahir. Duckwill se dirigea vers la fenêtre. Il a dit à Yusfir que le fait qu'elle soit finalement une tutrice n'avait aucun effet sur le développement de l'Ashaï. Et toutes ses réalisations, toute sa magie n'ont servi qu'à isoler leur pays du monde extérieur. Il pensait que les gens stupides ne voyaient pas cela. Et c'est pourquoi ils ont présenté Yusfir comme le véritable héritier. David pensait que c'était tout simplement terrible. Il toucha la vitre de la fenêtre avec ses doigts. Celui qui entra dit à son Altesse qu'il ne restait plus grand-chose. La silhouette encapuchonnée s'approcha du prince à un rythme soutenu. Il a assuré que bientôt le monde entier verrait comment il décapiterait le vil empereur de ses propres mains, aspergeant le sol de son sang. Et alors le continent sera en son pouvoir. Dagvid a reconnu qu'il ne restait plus grand-chose. Il voulait que l'Ashaï prospère. Mais pour y parvenir, il estime qu'il faut faire des sacrifices, même ceux qui peuvent paraître monstrueux. Il a dit que même s'il n'était pas un tuteur, il prouverait quand même qu'il pouvait devenir le dirigeant de tout le continent. Les servantes étaient prêtes à aider la maîtresse. Marina a précisé qu'elle souhaitait rencontrer des représentants du Parlement. La servante versait du thé doré dans une tasse en porcelaine. Yusfir a admis qu'elle croyait avoir besoin de savoir comment l'aide à l'Empire était née. Et elle a clarifié avec Mariana ce qu'elle lui avait dit auparavant. Selon elle, il s'est avéré qu'il y avait au total 20 personnes au Parlement. 10 venaient de l'aristocratie et autant étaient des roturiers. Et pour l'adoption d'une nouvelle loi, il fallait le soutien et le consentement de plus de 13 personnes. Yusfir fut surpris par le nombre égal d'aristocrates et de roturiers dans la chambre législative de l'empereur. Elle a réalisé que la lutte qui se déroulerait pour proposer la loi serait féroce. Elle comprend que les parlementaires doivent absolument être ceux qui comprennent mieux que les autres la situation politique actuelle. Lors de la conversation d'hier, Yusfir s'est rendu compte que son frère Dagvid était déjà au courant du projet de réforme fiscale. Il ne pensait pas que le baron Edwin, un fonctionnaire de rang inférieur, aurait pu recevoir des informations à ce sujet. Après tout, la réforme n'est pas encore entrée en vigueur. Yusfir était sûr que l'un des aristocrates de haut rang servait son frère. Il lui murmura à l'oreille toutes les nouvelles de l'Empire. L'impératrice a dit à Marianne qu'elle aimerait rencontrer certains aristocrates. Mais je pensais que cela aurait l'air trop politisé. La femme de chambre a dit ce qu'elle a entendu. Les dames des familles aristocratiques qui faisaient partie du Parlement socialisaient souvent lors de goûters. Et elle a suggéré à son Altesse d'organiser quelque chose de similaire
et d'inviter ces dames. Alors tout le monde le prendrait pour un événement social ordinaire. Et Yusfir pourrait alors trouver les informations qu'elle souhaitait. L'impératrice remercia la servante pour l'allusion. Elle a dit que cela pourrait être une bonne chose. Marianne, en s'inclinant, a assuré à la dame qu'elle préparerait tout dans quelques jours. La femme demandait où prendre rendez-vous. Yusfir commença à réfléchir. Après tout, puisqu'il s'agissait d'un goûter, il fallait quelque chose de beau et de luxueux. Quelques jours plus tard, la femme de chambre accueillit les invités. Elle dit que l'impératrice les attendait déjà et les emmena chez sa maîtresse. S'inclinant, elle demanda à la suivre. Les dames soupirèrent avec enthousiasme en regardant ce qui les entourait. Ils ont admis que c'était la première fois qu'ils voyaient un jardin aussi magnifique. La blonde a dit que ce mariage était politique, et c'était une simple princesse d'un petit pays. Elle a dit qu'il y avait beaucoup de rumeurs à ce sujet. Un autre a dit qu'il était inattendu que l'empereur fasse autant d'efforts pour plaire à sa femme. Et maintenant, elle brûlait du désir de découvrir quel genre de personne elle était. L'impératrice elle-même était déjà pressée de les rencontrer. Elle avait l'air tout simplement luxueuse. Alors qu'elle s'approchait, elle sourit et lui dit brièvement mais poliment bonjour. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu cette dame auparavant. Les dames commencèrent chacune à exprimer leur joie à leur manière. Ils ont dit que cet endroit était incroyablement beau. Et ils furent surpris que tout cela lui ait été donné par leur empereur. Les invités se sont mis à table. Les représentants des familles les plus nobles se sont réunis ici. Mais le leader parmi eux, bien sûr, était Sa Majesté. L'une des personnes particulièrement confiantes a pris la parole. Que savons-nous maintenant de la façon dont l'empereur surveille tout ici? Elle pensait qu'ils pouvaient tous être sereins quant au sort de leur pays. C'était la duchesse de Hailey. La famille Hailey était issue d'une grande famille, dont les filles devinrent reines pendant plusieurs générations sous la dynastie Fernand. Et il y avait des rumeurs selon lesquelles ils auraient été les premiers à soutenir Kvanak. Yusfir était sûr que toutes les femmes rassemblées ici étaient des politiciennes expérimentées, qui ont survécu à une vague d'émeutes, mais n'ont pas perdu leur influence. La jeune fille croyait que le genre d'impératrice qui la verrait pourrait avoir un impact sur ses activités politiques. Yusfir a admis que quelque chose la dérangeait. Marianne lui avait déjà dit que la fille aux longs cheveux verts était la sœur d'Austin, l'épouse du marquis de Brooks. Elle s'appelait la marquise Rivera Brooks. Et ce n'était pas surprenant pour notre héroïne qu'il lui semblait qu'elle se voyait du passé. L'impératrice lui demanda si elle était l'épouse du marquis de Brooks. Yusfir a dit qu'elle savait que son invité aimait le thé. Et elle a demandé si elle aimait leur thé. Rivena leva ses yeux bridés vers l'impératrice avec surprise. C'était comme si elle s'était réveillée d'un rêve. Et un peu confuse, elle a répondu « Oui ». Elle a assuré que c'était la première fois qu'elle voyait de telles feuilles de thé. Et elle a honnêtement admis que sa famille cultivait aussi du thé. La dame assise à côté de moi ne put s'empêcher de s'exclamer. Et elle lui rappela qu'elle avait elle-même parlé avec l'impératrice. La duchesse Hailey a demandé pardon à Sa Majesté pour la jeune fille, en sirotant lentement son thé. Elle assurait qu'elle était si taciturne qu'elle montrait parfois son côté maladroit. La marquise Brooks devint triste et rougit partout, baissant à nouveau les yeux. Les dames commencèrent à se parler, discutant de la récente phrase de Rivena sur la culture du thé. Après tout le monde savait que sur la propriété de la famille Brooks, il faisait si froid que seuls des arbres résistants au gel pouvaient y pousser. Les dames ont également remarqué que l'impératrice elle-même est originaire de la région du Nord. La duchesse Hailey dit en secouant la tête qu'il faisait froid dans la partie nord de l'Empire, et que les cultures y poussaient à peine correctement. Et cela a été difficile pour beaucoup de gens, comme la famille Brooks. La dame a demandé à l'impératrice de lui parler de sa patrie, et à quel point était-ce différent du nord de leur pays. Yusfir avait l'impression de passer un examen. La fumée qui s'en échappait tourmentait délibérément Rivera. Après tout, c'était une dame qui n'avait pas encore renforcé sa position familiale, surtout devant l'impératrice, vérifiant de quel côté elle serait. Mais peut-être que parmi eux se trouvait quelqu'un qui collaborait avec son frère de Quid. Et notre héroïne était bien consciente de ce qu'elle devait faire pour mettre en œuvre ses projets futurs. Mais je ne savais pas si ce serait vrai. Elle doutait que ses pensées soient correctes. Yusfir se demanda si elle pouvait utiliser la magie, mais cela ne servait à rien d'y penser maintenant. Puis, près de la fontaine, lorsque son mari lui baisa tendrement la main, la jeune fille décida qu'elle devait essayer. Yusfir a répondu que, comme cela a été dit, dans le nord, le temps était froid et rigoureux toute l'année. Les dames furent surprises par ce qu'elles entendirent. L'impératrice continua. « Et si vous y réfléchissiez, les gens vivent au nord et au sud. Et j'ai demandé s'il y avait une différence.
Yusfir a déclaré, s'adressant à la duchesse Hailey, qu'elle était vraiment heureuse que les dames laïques de l'Empire s'intéressent sincèrement au Nord et sachent comment tout s'y passe réellement. Et s'ils passaient autant de temps à réfléchir à la façon dont les choses se passent pour les autres familles, elle pensait alors qu'ils géraient correctement leurs terres. Rhaenyra fut surprise et releva la tête. La duchesse Hailey fut également un peu surprise et, après avoir hésité, elle demanda de quoi parlait l'impératrice et ce qu'elle voulait dire exactement. Interrogée par la duchesse Hailey, Yusfir a expliqué que c'est exactement ce qu'elle voulait dire. L'impératrice a déclaré qu'elle connaissait jusqu'à récemment des hivers particulièrement rigoureux et qu'elle était simplement intéressée par la façon dont ils allaient. L'une des filles a déclaré que, contrairement au nord de l'Empire, le temps était favorable cette saison, car elles étaient bénies par la déesse elle-même. Yusfir a insisté sur le fait qu'elle savait qu'il y avait peu de pluie l'automne dernier, et qu'à cause de cela, il y avait une pénurie alimentaire dans tout l'Empire. Yusufir savait également, d'après les archives, que le palais envoyait des céréales aux gens dans des moments particulièrement difficiles. La duchesse baissa les yeux et resta silencieuse. L'impératrice croyait que, malgré la bénédiction de la déesse, les hivers restèrent des périodes difficiles pour le peuple. Mais elle pensait que la faim et le froid ne venaient ni du sud ni du nord. La jeune fille a noblement noté que chacun devrait s'occuper même des terres les plus sombres et les plus reculées. Après tout, les habitants de leur empire y vivaient. Yusfir a demandé aux dames qui lui rendaient une visite comment s'était passé l'hiver dernier sur leur terre. Les dames se regardèrent en silence, sans décider qui parlerait en premier. L'impératrice fut surprise de voir que sa question semblait plutôt difficile. Après tout, la jeune fille voulait clarifier comment elle faisait face aux difficultés. Elle vit l'hésitation dans les yeux de la marquise et lui donna le droit de dire un mot. La jeune fille a admis que pendant la saison hivernale, leur terre devenait littéralement inutile. Par conséquent, à chaque fois, ils essaient de mettre de côté le grain que l'empereur envoie afin de ne pas mourir de faim pendant les gelées hivernales. Et la préparation du bois de chauffage pour l'hiver pour le palais impérial a toujours été confiée aux agriculteurs. Après tout, ils ne pouvaient pas travailler en hiver. Et pour cela, ils étaient payés quotidiennement. Et avec cet argent, ils peuvent acheter de la nourriture pour eux-mêmes séparément. Yusfir a demandé à Rhaenyra si elle pensait que tout était fait pour le peuple. L'impératrice poursuivit ses questions. Après tout, le domaine de Brooks se trouvait dans le nord. Mais si elle devait choisir, elle viendrait vers eux pour un moment. La duchesse Hailey n'aimait pas du tout le point de vue de Sa Majesté. Elle demanda ce que l'impératrice voulait entendre d'eux maintenant. Le reste des dames était un peu triste. Yusfir a répondu calmement qu'elle avait simplement demandé comment s'était passé l'hiver dernier, et rien de plus. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait vérifié le budget annuel de l'Empire avant d'assister à cette réunion, et elle a dit qu'elle savait comment les enregistrements à ce sujet étaient apparus l'hiver dernier, que les familles de la duchesse Hailey et de la duchesse Goto ont acquis de grandes quantités de minerais de fer d'autres pays et l'ont emporté dans leur domaine. Yusfir a déclaré que la famille de la marquise Brooks n'achetait que des vêtements, et elle demandait avec insistance aux autres dames ce qu'elles faisaient du minerai de fer et à quelle fin elles pouvaient l'utiliser sur leur territoire. La duchesse Hailey était furieuse et a demandé à l'impératrice si elle pensait qu'il préparait une rébellion. La duchesse Goto n'a pas pu le supporter et a déclaré que c'était un malentendu. La duchesse essaya de l'interrompre, mais Goto a ajouté qu'ils avaient simplement entendu dire que la propriété de la mine Misril, propriété de la famille impériale, serait vendue aux enchères, et le minerai de fer n'était nécessaire que pour le développement de la mine. Mais d'après Yusfir, les aristocrates n'ont accepté d'approuver la réforme qu'à la condition que Kvanna transfère la propriété de la mine à l'aristocratie. Et c'est la seule raison pour laquelle l'aristocratie conservatrice s'est comportée avec autant de calme et de discrétion. La duchesse Hailey était indignée par les propos de Yusfir, et elle lui assura qu'ils avaient suffisamment investi dans cet empire depuis sa fondation. La dame a dit qu'elle avait consacré toute sa vie au pays, et elle a assuré qu'elle ne pouvait cacher son anxiété et son inquiétude, car en réponse, elle n'avait reçu que du mépris. Elle demanda à Sa Majesté la permission de prendre congé pour la journée. En même temps, de manière démonstrative, une semaine entière s'est écoulée depuis. Le coucher du soleil peignait les nuages au-dessus du palais impérial en écarlate. Notre héroïne s'est assise sur la chaise de bureau. Elle était contrariée qu'aucune de ces dames ne lui ait jamais écrit, et elle supposait que c'était pour cela qu'elle se sentait si mal. Yusfir avait déjà commencé à se reprocher qu'elle aurait peut-être dû leur plaire à ce moment-là. Ils frappèrent à sa porte, s'excusant du dérangement et lui demandant la permission d'entrer. C'était le baron Bénard,
L'impératrice lui demanda avec inquiétude ce qui s'était passé. Le gars a insisté sur le fait qu'il devait lui donner quelque chose. Austin remit à son Altesse une enveloppe et un sac en lin. Il a dit que sa sœur lui avait demandé de transmettre cela à l'impératrice. Le gars a dit qu'il avait entendu comment Yusfir s'était montré préoccupé par la marquise Rhaenyra Brooks et l'avait défendue en la défendant devant toutes ces dames aristocratiques à la fête de thé. Il a raconté que lorsque sa sœur avait 10 ans, elle avait eu de la fièvre et avait ensuite commencé à bégayer. C'est pour cette raison qu'elle s'est cachée du monde entier pendant de nombreuses années. Et pour la première fois, elle demanda de remettre d'abord cette lettre à son frère. Pendant ce temps, Yusfir détachait le sac, curieux de savoir ce qu'il contenait. Lorsque l'impératrice retira la ficelle, elle vit que le sac était rempli de feuilles de thé séchées qui poussaient exclusivement sur le territoire du marquisat de Brooks. Austin a insisté sur le fait qu'ils étaient spéciaux. Les plantes sont petites à l'extérieur mais persistantes. Et une fois séchées, les feuilles avaient un arôme incroyable. Il a dit que ces feuilles de thé étaient très précieuses, que même à lui, son frère Rhaenyra ne les envoyait pas souvent, et il croyait que sa sœur voulait vraiment la récompenser pour sa bonne attitude. Le gars a dit que sa sœur était peut-être plus sage que lui et comprenait mieux qui valait vraiment la peine d'être servi. Pour Yusfir, ce fut une révélation. Austin, quant à lui, s'inclina devant sa majesté. Il lui a dit qu'il lui était immensément reconnaissant pour la miséricorde qu'elle lui avait témoignée, ainsi qu'à sa sœur. Et il a promis de ne jamais l'oublier. Yusfir a déclaré au baron Baynard qu'elle croyait sincèrement qu'il était capable d'être responsable de son peuple. Il y eut une poignée de main courte, mais significative. Notre héroïne examinait maintenant les feuilles de thé séchées dans le sachet. Elle réalisa que Gvanna avait tout dit correctement. Même si elle ne pouvait pas utiliser sa magie, elle restait une personne simple qui avait le pouvoir d'aider les autres. La jeune fille tenait des feuilles de thé vert vif séchées dans sa paume. L'impératrice se leva. Elle dit au baron Baynard que la marquise lui avait effectivement fait un très beau cadeau. Le lendemain, Yusfir ordonna de préparer du thé à partir des feuilles qui lui avaient été données. Au final, le goûter s'est plutôt bien terminé et elle a ressenti un certain soulagement. Elle était heureuse de pouvoir, grâce à cela, se lier d'amitié avec la marquise Brooks. Elle a dit à son mari que Sir Austin avait été si gentil avec elle ces derniers temps. L'empereur fut surpris. Après tout, sa femme l'appelait baron Baynard et ne comprenait pas ce qui s'était passé depuis. La jeune fille a admis qu'il avait lui-même déclaré qu'il était un serviteur de Sa Majesté, et il a proposé qu'à l'avenir, nous l'appelions par son prénom. Il a assuré qu'il considérerait cela comme un honneur. Yusfir a admis qu'elle pensait que Sir Austin la détestait. Mais maintenant, ça lui paraissait drôle. L'homme remarqua que sa femme en était très contente. Elle a juste ri en réponse. Elle a dit qu'elle était heureuse de se rapprocher de son peuple. Et elle a assuré qu'il n'y avait rien de plus beau pour elle. Gvanna a malheureusement déclaré qu'il se sentait complètement oublié par sa femme. Mais voyant l'anxiété dans les yeux de la jeune fille, il lui demanda d'oublier ça. Il a dit que ce moment ne pouvait pas être plus beau. Une question silencieuse était représentée sur le visage de Yusfir. Gvanna a demandé à sa femme que ce n'est pas aujourd'hui que la jeune femme devrait arriver au palais. La jeune fille comprit qu'il était temps pour elle de s'enfuir. La jeune fille descendit timidement de la voiture et regarda les environs avec intérêt. Elle était un peu timide. L'impératrice est venue à la rencontre d'une adolescente malade. Elle salua Edith gentiment. La jeune fille avait visiblement peur. Mais ensuite, elle a contrôlé ses sentiments et s'est inclinée et a dit que c'était un honneur pour elle de rencontrer Sa Majesté. Yusfir a suggéré qu'il lui était difficile d'arriver ici. Marianne avait l'air heureuse. Edith aussi, à la vue de sa sœur aînée et unique, mais si bien aimée, sourit également en réponse. Et incapable de résister, la jeune fille se jeta dans les bras de sa sœur. La servante dit qu'elle était très heureuse de voir que sa sœur se sentait mieux. Et tout cela grâce aux médicaments qui, à la demande de Sa Majesté, leur ont été administrés. L'impératrice lui a assuré qu'elle bénéficierait désormais d'un traitement complet. Et elle a exprimé l'espoir qu'Edith se rétablirait bientôt. Yusfir tendit la main à l'enfant. Elle a dit qu'elle était heureuse de la rencontrer. Et elle a proposé de prendre soin les uns des autres. Edith regardait Sa Majesté un peu confuse et la bouche entr'ouverte. Et notre héroïne sympathisait avec l'enfant qui avait déjà tant souffert. La jeune fille prit timidement la main de l'impératrice et la serra. Elle avait un regard timide dans les yeux. Et on pouvait y lire la prière, la gratitude, la peur, mais aussi un mélange d'angoisse et d'espoirs enfantins. Des sentiments inexplicables et jusqu'alors inconnus envahirent l'enfant. Elle n'avait jamais été aussi heureuse de sa vie. Et l'impératrice elle-même a éprouvé des émotions similaires avec l'enfant.
Ils furent interrompus par un jeune garçon aux cheveux roux qui montait les marches en courant pour aller à leur rencontre. Ayant repris son souffle après cette course rapide, il commença à demander pardon, se demandant depuis combien de temps il l'attendait.